Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui remue ses boules dans le panaché. Des glaces. Bonjour et bienvenue dans notre émission, l'avant-dernière avant notre première pause depuis 40 mois. Oui, nos premières vacances dans l'émission depuis 40 mois. C'est pas mal, je trouve. Et moi je trouve que surtout on se fait exploiter. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Toi ça fait pas très longtemps finalement. Ouais, mais comme je suis plus feignant. À ma gauche, notre représentant cégétiste, Tizak. Camarade, bonjour. Et à ma droite, quelqu'un qui a un vrai sens du devoir, un homme corporate. Thio. Merci. Et bonjour. Nous sommes partis pour une émission... Et tu sais que ça fait 2 fois qu'on me le dit en 3 jours, ça. Comme quoi. Ça doit être un petit peu vrai quand même. Hein. Non, mais c'est notre site qui m'a dit « Ouais, putain, mais t'es toujours dans le bureau de la directrice en train de lui lécher le cul, quoi. C'est terrible. » Pareil, tu vois. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Dans cette émission, nous allons avoir notre rubrique Express. Nous allons vous parler de Batman Saga. Alors, des vieux, parce qu'on est vraiment à la bourre, donc ça va être très express, parce qu'en plus, on les a vus il y a longtemps, parce qu'on... Voilà. Dans nos chroniques, nous vous parlerons de Burlesque Girl, de Tonichu Détective Cannibal, tome 1 à 3, de Scrutin à la Provençale. Notre splash page sera consacrée à La mémoire de l'eau, tome 1 et 2. Ne prenez pas chaque fois que... Qu'on sera consacré. Attention, nous jouons au Bogle. Nous secouons toutes les lettres et on doit reformer le mot consacré. Consacré donc à La mémoire de l'eau, tome 1 et 2, par Vernet et Rennes, que nous avons eu la chance... Enfin, vous avez eu, parce que moi j'étais pas présent. Fais attention, parce que quand tu le dis trop vite, ça fait La mémoire de l'automne. Et du coup, c'est un peu dommage. Parce que c'est donc La mémoire de l'automne 2. Oui, le premier tome, nous l'avons totalement zappé. Mais il n'était pas bien. On a perdu l'album, les feuilles sont tombées. Voilà. Joli. Et donc, Thio a eu la chance d'interviewer en présence de Tizak les deux auteurs. Et franchement, c'était au Festival des Calanques et des Bulles et vous vous êtes fait plaisir. Oui. Une carte blanche, ce sera Antoine qui nous fera une superbe, sympathique carte blanche sur le jeu de rôle et la bande dessinée. Une carte blanche en plusieurs parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. En fait, c'est une thèse. C'est une thèse et c'est un truc de malade, j'ai l'impression. En online, on vous parlera d'une chouette BD détendante. C'est le nylon qui gratte. Le lycra ça colle. Le docteur Tizak répondra au courrier. Il a préparé une superbe rubrique, ça va être magique. Juste avant quand même, la BD online, pour une fois, je l'ai lu. Oui. Ah mais toi t'as eu l'info. C'est dans le programme. Je te rappelle que vous m'avez filé la moitié des bouquins à lire pour aujourd'hui, il y a 2 jours. Non mais attends, sur le drive, truc de BD, ça fait déjà... En attendant, tu pouvais lire les online. Hein, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être du temps. Et donc, on va pouvoir tout de suite commencer par le Express. Hein. C'est parti. Il serait temps. Ouais, c'est le jingle qui fait mal aux oreilles, il est vraiment costaud. Et pourtant, je l'ai un peu réduit, sachez-le. En Express, nous allons vous parler de Batman Saga, tome 11 et 12, donc de la librairie, de la presse, pardon, qui recueille en gros quasiment toutes les aventures de Batman suite au New 52, donc le relaunch de l'univers d'ici. Et donc, plein de séries Batman dans l'univers de Batman avec les personnages de Batman. Le point important à savoir jusqu'ici sur ces séries-là, c'est qu'il y a eu un gros crossover dans les univers Batman qui s'appelait La Nuit des Hiboux, où des grands méchants qui contrôlaient Gotham City dans l'ombre depuis des siècles sortent de l'ombre pour latter la gueule à Batman et essayer de toucher des hommes influents. Donc toute la Bat Family s'est lancée pour essayer de les arrêter derrière. Toute la Batman Incorporated. Ouais. Donc, la particularité de ces tomes-là, c'est que, en fait, Urban Comics a augmenté la pagination pour permettre de mettre un peu plus de fill-in. Alors, les fill-in, ce sont les petites planches bonus qu'il y a à la fin des bandes dessinées. Fill-in très intéressant, qui en général s'intéresse à un personnage secondaire, à un petit détail de l'histoire, et qui là, pour le coup, sont très bien, parce qu'en plus, ils se permettent d'avoir souvent des illustrateurs un peu originaux, qui sortent des standards et qui sont souvent, ou bien très lents aussi, ils prennent des lents parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages à faire, ils peuvent se le permettre, et qui nous sortent des petites jolies tueries.
L'autre particularité, c'est qu'il nous publie une partie de Batman Incorporated par Alan Moore au scénario. Grant Morrison, je dis une bêtise. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, Grant Morrison, qui en gros fait le lien avec ce qui va se passer, parce que Batman Incorporated, c'est-à-dire la société montée par Bruce Wayne qui soutient tous les Batman du monde entier, on va dire, va renaître. Globalement, nous ne sommes que deux à l'avoir lu, c'est Isaac et moi-même. Qu'en as-tu pensé, Isaac ? C'est de la bombe atomique, les 2 tomes. Principalement parce qu'on commence à arriver au bout de la partie cour des hiboux, et que donc les choses se dénouent, et puis on a plein de rebondissements dans les autres histoires, donc c'est que du très 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 bon. Oui, avec une famille de dessinateurs très sympa. J'ai même apprécié Batgirl, qui d'habitude j'aime pas trop. Là, je l'ai trouvé plutôt bien. On est sur une espèce de recommencement de nouvelle histoire dans Batgirl, là. Donc ça permet peut-être de se relancer si on n'a pas trop adhéré à la première partie du scénario, quoi. Alors, le truc sur Batman Incorporated, très sympa. Il y a des équipes de dessinateurs, moi, que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que autant dans le tome 11, c'est super fun, super génial et intéressant, autant dans le tome 12, on s'y perd vraiment, parce qu'il part dans des délires de machin choses temporelles qui se mélangent dans tous les sens, et j'étais un peu largué. Ah, c'est ça dont tu m'as parlé tout à l'heure et que je ne me suis pas oublié. Voilà. Sinon, ça reste vraiment très sympa, et j'ai toujours une petite affection pour ce personnage de Robin que je ne supportais pas jusqu'ici, et qui est vraiment devenu très intéressant. Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a un gros background et c'est facile d'en faire quelque chose. Bon, là, vu qu'il y a plein de Robins. Et globalement, au dessin, ça en jette. Oui, alors là, justement, dans le petit dernier, on retrouve des bam, blam, machin, parce que justement, on se balade un petit peu dans le temps. C'est assez joyeux, voilà, c'est assez joyeux. C'est un petit plaisir. Ok. Tu regardes la... Juste en le feuilletant, ça avait l'air vraiment sympa. Donc, écoute, voilà, je le lirai. Et on rattrapera notre retard de je ne sais combien de mois très bientôt. Pendant les vacances, genre. Mais c'est Monsieur Portefeuille qui t'autorise pas à les faire des achats. Ouais. Burlesque Girl, avec plein de R. Burlesque Girl nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'un groupe de rock, ouais. Voilà, qui en fait commence à, parce qu'elle a du mal à joindre les deux bouts, à rentrer dans une troupe de burlesque. Alors qu'est-ce que le burlesque ? Le burlesque, c'est un art de l'effeuillage, donc du striptease, clairement, mais avec une mise en scène en général un peu plus chiadée. Avec un look rétro aussi, un amour de tout ce qui est rétro 50s. Et des formes. Aussi. Ah oui. Et aussi. On n'est pas dans la femme filiforme, on est dans des femmes charnues. En fait, on est dans de la femme qu'on peut croiser dans la rue. Et pas du mannequin qui n'existe pas, en fait. Voilà. C'est une bande dessinée de François Moretti, qui est de la région en plus, qui est paru chez Ankama. Et donc forcément, c'est beau. Forcément, c'est beau. Et pourquoi donc c'est beau Pourquoi c'est beau ? Parce qu'il est de la région ? Non, parce que c'est à Moretti. Vas-y, parle-nous un peu plus du dessin de Moretti. Comment dire ça ? Bon, c'est reconnaissable assez souvent à la façon dont il a de dessiner les yeux. Enfin, moi, je trouve que c'est assez flagrant. Ce qui resterait, à mon avis, son défaut. Et qui peut être, mon avis personnel. Et qui peut être en même temps son défaut. Mais c'est un petit peu comme une marque de fabrique, si tu veux. Voilà. Après, pour tout le reste, on a des pleines pages comme celle-là. Hop, un travail sur les pleines pages, pour les striptease, en fait. Un joli travail sur les pleines pages pour la partie striptease, où on a un dessin de la femme et toutes les illustrations. Il y a un souci du détail qui est absolument fabuleux. Non, je n'ai pas donné mon mot de passe à l'antenne, Mathieu, donc il est couillon, lui. Alors, mon mot de passe, c'est essai 1, 2, 3. SM 1984. Non, mais c'est un mot de passe de rock, parce qu'ils disent toujours ça au balance. Essai 1, 2, 3.
On est dans le thème de Burlesque Girl. C'est ça. Donc voilà, bref, on a un souci micro, du détail. On a un souci du détail aussi bien sur les vêtements, l'ambiance et les tatouages des différents personnages, puisque bon, on est dans une ambiance de groupe rock, donc forcément les tatouages sont de rigueur, mais pas du gros tatouage. Le rétro rock, rock and roll. C'est ça, on est vraiment dans le rétro rock, mais dans le souci, voilà, une attention particulière à la coupe de cheveux, au choix des lunettes, au type de robe assez cintrée, mais qui laisse quand même de la place pour montrer de jolies hanches, des ceintures justement qui vont nouer tout ça, une attirance particulière pour les bas, les vrais bas nylon, voilà, bref. Tout un tas de... Du vintage, quoi. Du vrai vintage, et avec un vrai souci du détail dans tous ces dessins-là. Et encore une fois, je reviendrai sur ces doubles pages de dessins. Tout à l'heure, c'était sur les feuillages. Là, c'est sur la partie rétro. Course de voiture rétro avec les... Ah, j'ai oublié le nom, Mathieu. Des vieilles voitures. Hot Rod. Avec des hot rods. Voilà, ça déchire. Franchement, ça déchire. Il y a vraiment eu un souci de sa part à aller faire de la recherche documentaire pour avoir de quoi dessiner tout ça. Bref, c'est un petit bijou esthétique. Quelque chose à rajouter sur l'esthétique, Thio ? Très joli, très agréable à lire. En plus, ça m'a fait je pense qu'il doit y avoir ça m'a fait un peu rappeler Grease, quoi. Grise. Un petit côté grise. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce type d'ambiance-là. Ouais. Bon, c'est quand même mieux que Grease, quoi, dans le sens. L'histoire est quand même plus intéressante. Heureusement, oui. Justement, cette histoire, qu'est-ce que tu aurais à nous en dire, Thio ? Eh ouais. Et là, tu t'es pas adressé à la bonne personne. En fait, si, mais là, ta question, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il s'intéresse à l'histoire du groupe, aux relations qui sont entre les personnes du groupe, au couple qui est aussi présent à l'intérieur toujours du groupe. La vache, ça fait des trucs dans le groupe. Et alors, il y a aux différentes signatures qu'ils pourraient essayer de faire, aux concerts qu'ils doivent faire. Quelque part, ça me faisait un peu penser au bouquin de Di Martino qu'on avait. Oui. Tu vois, sur l'histoire justement des groupes, monter des dates, signer sur un label. Tout un tas de choses où ça finit. Eddie Langlois, c'était celui de. Eddie Langlois, voilà, où ça finit un petit peu en autre boudin des fois dans Burlesque. Voilà, c'est très intéressant, très vivant, très humain, quoi. On s'intéresse aux personnes. Est-ce que tu as trouvé que c'était une BD féministe ? J'ai juste un peu cette impression, un côté vraiment féministe sur la femme forte, la femme au centre des choses, la femme pas objet, alors qu'elle est libre. Qui va avec toutes les thématiques du burlesque, qui est une réappropriation de son corps par la femme. J'ai pas senti de féminisme. Moi, c'est pas un féminisme, c'est pas un féminisme revendicatif, militant. C'est simplement cette jeune fille qui assume son corps, qui trouve en plus, qui rencontre les personnes qui lui permettent d'assumer son corps, de le montrer et d'en faire un véritable objet d'art et pas un objet tout court de convoitise. De ce point de vue-là, oui. De ce point de vue-là, clairement, il y a du féminisme dans le fait d'assumer son corps et d'en faire ce qu'on en a envie, malgré les contraintes de la société, malgré les contraintes du couple, etc. Pour le coup, oui, il y a un vrai côté féministe. Après, il n'y a rien de revendicatif et il n'y a pas de les femmes au pouvoir, etc. Non, mais ça, féministe dans le sens non militant, c'est-à-dire que c'est l'histoire du point de vue d'une femme, mais c'est écrit par un homme, ce qui n'est pas jamais facile, parce qu'on a beau dire égalité, etc., on reste différent, je tendance à dire, et je trouve que ça m'a semblé assez bien écrit à ce niveau-là, c'est-à-dire que justement, on n'est pas dans le fantasme. Alors qu'il parle quand même des feuillages, tous ces trucs-là. Il y a un petit côté fantasmatique, je dirais, mais c'est pas ce qui ressort le plus dans cette BD. Non, clairement. C'est-à-dire qu'on suit le parcours quand même j'ai quand même oublié le nom de l'héroïne, qui suit une idole, donc Lady Flo. Elle suit son image, son parcours. C'est un petit peu la personne qui lui sert de modèle pour avancer dans sa vie, donc qui était donc elle-même féministe, personnage libéré, etc. Donc clairement, il y a forcément ce genre de thématiques qui ressortent. Ok, en tout cas une belle édition, parce qu'on a encore plein de bonus à la fin, très sympa. Oui. Avec des témoignages de groupes de rock, de personnages qui ont inspiré la BD, des jolis croquis de remerciements d'autres personnes diverses et variées.
C'est un très joli bouquin, le tome 2 qui sera le dernier, hein, c'est prévu sur 2 tomes, est prévu pour très bientôt, il me semble. Je ne sais pas, je n'ai pas Il regardé. me semble, j'en avais entendu vaguement parler, la BDRI. Donc encore une fois, sur le papier, on est sur un papier un petit peu jauni, avec une jolie trame, un travail d'ancrage et de couleurs. Aide-moi. Ouais, de couleurs colorées. Oui, couleurs colorées, merci. En lavis. En lavis, voilà. Et donc c'est très très beau, voilà, vraiment c'est très 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 beau. Avec le deuxième, l'intérieur de la couverture aussi qui est en simili ancien avec toutes les petites vignettes qu'on Voilà, avait en quand façon tapisserie. Tapisserie vintage. C'est ça. Tapisserie un peu coquine quand même. Ok, à qui est-ce que vous recommanderiez cet album? Pour qui est-ce que ce serait pour vous? Oui, parce que alors voilà, les formules, les mots, les phrases, on sait pas trop quoi dire. Là, je crois qu'on va essayer de partir d'un truc simple, c'est pour nous, pour qui est-ce que c'est? À tous les fans de rock. Pour Josette. Pour Tati Janine. Alors, spécial dédicace. Non, pour une sorte de vraie catégorie de gens. Oui, ou que t'inventes quelque chose. Bah, moi, clairement, par exemple, à l'école, j'ai une collègue de boulot qui chante et qui est relativement fan de ce genre d'univers. Ça pourrait tout à fait lui correspondre. Donc après, on peut avoir des 25-enaires, 30-enaires, 35-enaires qui pourraient se reconnaître là-dedans. Après, effectivement, n'importe quel, peut-être motard ou fan des années 50 pourrait y trouver son compte aussi. Les fans de rock rétro, quoi. C'est ça, les fans de rock rétro. Et donc ça, après, on va tomber dans à peu près n'importe quelle tranche d'âge. Hein. Je sais même pas, non, je pense pas. Les fans de rockabilly, je pense pas qu'ils aient envie de le lire. Pour les gens qui montent un groupe. Oh, pourtant, je pense que le côté pin-up de notre héroïne fait forcément référence à des fantasmes qu'ils ont eu dans leur jeunesse, hein. Peut-être même qu'ils ont encore, hein, sait-on jamais. Ouais, non, La pousse peut rester verte. Bon, je vais vous laisser y réfléchir, on mettra les mots dans le programme de l'émission. On va se laisser comme ça, je pense. Pour vous, Tony Chu, détective cannibale, tome 1 à 3. Mais qu'est-ce que c'est que donc que ça raconte? J'attendais que tu me parles, Pierrick, pour me lancer. J'attendais le lancement. Tu étais timide. J'étais tout timide. Donc, bon, déjà, dans le titre, c'est pratique, hein. On a le nom du héros, Tony Chu. Au moins, ça nous évite de l'oublier. Le titre original, c'est Chew. C-H-E-W. En version originale, effectivement. Qui veut dire mâcher. Et ce n'est pas pour rien, car ce gentil Tony, qui est donc inspecteur de police, a un talent particulier, il est cibopathe. Et là, on va faire une pause. Mais qu'est-ce que c'est On va faire une petite pause de 5 minutes en temps réel pour que vous ayez cherché dans le dictionnaire ce que veut dire cibopathe. Je suis pas sûr que ça y soit, en fait. Mais en racine latine, ça va marcher, ça, non? Ouais, c'est ça. Donc, en bref, un cibopathe, c'est quelqu'un qui a la capacité, en mangeant des aliments, de retracer tout leur parcours, de connaître leur histoire, leurs plus petits secrets, de savoir si c'est une plante, où est-ce qu'elle a été plantée, comment est-ce qu'elle a vécu, etc. Et si c'est un animal, eh bien on va avoir tout son vécu à lui aussi, comment est-ce qu'on lui a coupé la tête quand il est mort, etc. Alors ça, on le sait très bien parce que c'est répété régulièrement. C'est ça. À chaque début, en fait. Et lorsque... Quelle est la seule chose que Tony Chu peut manger sans avoir de... J'ai un trou. Oublié. J'ai un trou. Parce qu'il y a une seule chose qui a... Du coup, c'est le seul truc qui est dans sa cuisine. Il se nourrit exclusivement de... Betterave. Betterave, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que la betterave ne lui fait rien? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour le mystère sera résolu. Donc toujours est-il que, en tant qu'inspecteur, eh bien, son talent particulier lui permet d'avoir beaucoup d'indices. Mais pour cela, il se doit de manger un petit bout de chacune de ses victimes pour avoir toutes ces infos. Des victimes sur lesquelles il enquête, parce que c'est pas lui qui... Ouais. Voilà. Bon, parfois... Ou de morceaux de victimes ou de choses qui sont sorties des victimes. C'est cela. Ou de morceaux de vieilles victimes retrouvées longtemps après. Miam miam. Et c'est gore. Et c'est donc bien gore, bien fun, avec plein de couleurs flashy. Donc le premier tome nous permet de positionner un petit peu les différents personnages de l'histoire. Alors on a... Oui, celui-là, il est très il y a Tony Chu, il y a son frère. Tony Chu qui assez rapidement voit son coéquipier filer à l'hôpital suite à une altercation un petit peu brutale et où il se fait un petit peu tirer dessus. Non, il se prend juste un hachoir dans la tête. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Après, ça fait... Oui, mais il revient en cyborg. Il revient en cyborg après. Donc mais gentil. Tony a un frère, Shaw, donc ça fait Chouchou. Mais il a aussi d'autres personnes dans sa famille, mais on l'a découvert à Codom 3.
Que tu n'as pas encore lu. Que tu n'as pas Mais non, encore il lu. n'est pas encore lu. Donc Shoshu est un cuisinier rebelle, parce qu'il faut quand même expliquer que tout ce monde-là vit dans une interdiction ferme, définitive, de consommation du poulet. Car il y a eu une grippe aviaire, oh mon Dieu. Mais il y a quand même des gens qui disent mais non, c'est pas vrai, c'est une fausse grippe aviaire, c'est juste pour machin. C'est un complot du C'est gouvernement. un complot du gouvernement contre les poulets. Et donc il y a de la prohibition et donc, il y a du trafic de poulet. De poulet. Ça a l'air un peu con dit comme ça, mais ça marche bien. Et donc, Tonichu fait partie de cette fameuse équipe d'enquête sur... Voilà, il est embauché dans le premier tome, en fait, dans l'équipe spéciale contre les C'est bouffeurs ça, de poulet. c'est ça. Et donc, il a en second coéquipier, qui lui est une légende vivante, visiblement, dans les différents services, un certain Mason Savoy. On se rend compte un petit peu plus tard, assez rapidement quand même, qu'il a lui-même un talent particulier, hein, dont il se sert allègrement. Au-delà d'être un très bon combattant, l'air de rien, il se sert assez bien de sa masse corporelle. Alors qu'il a une certaine classe anglaise, je C'est ça. trouve, très... C'est ça, il est très très clash, ce monsieur, il se meut avec beaucoup d'élégance. Il a une façon de parler très posée, en utilisant des mots fort sensés, C'est ça, qui dénotent d'une certaine intelligence. C'est ça. Mais bon, en même temps, on verra un petit peu plus tard que c'est un personnage super intéressant dans l'histoire. On a également le gros connard de service, hein, on peut le dire comme ça, Ouais. Mike Non, Appleby. Mais c'est pas le connard de ça, c'est le chef. C'est le chef. Et Ouais, il est obligé d'être- mais c'est le connard de service. Donc. Non, mais parce que dans toutes les séries, le chef, c'est toujours un connard. Ouais, c'est pas faux. Regarde, dans Starsky Hutch, le chef. Au fond, tu sais qu'il est gentil, mais il les engueule à chaque fois. Oui, sauf que là, c'est quand même un gros pervers, celui-là. Oui, En Oui. fait, il fait passer un bizutage permanent tous les jours à Tony. oui, c'est ça. Ce qui est quand même un petit peu pénible. Et enfin, le dernier personnage principal, Amelia Mintz, qui est journaliste de son état, qui est un petit peu l'amoureuse de Tonichu, en tout cas lui en est amoureux. Et elle aussi possède son talent particulier, elle est, tenez-vous bien, saboscriveneuse. Ah non, tu n'as pas réussi à me cacher le mot avant. Et une saboscrive, mais là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité de décrire avec une précision extrême les sensations des aliments que l'on peut manger. Avec une telle précision qu'on peut faire arriver les gens à l'extase ou bien au dégoût le plus profond et les rendre malades instantanément avec l'usage de quelques mots. C'est une arme méchante. Bouh, qu'elle est méchante. Sauf que c'est super pratique pour un Tonichu, parce que du coup, il n'a plus à manger pour connaître la sensation de manger. Exactement. Bref, vous avez pu comprendre que c'était un univers un petit peu particulier, un petit peu déjanté. Et complètement barré, parce que... Complètement barré. Je vous ai parlé de Cyborg, vous avez dit que ça fout les cyborgs, mais il y a aussi un truc bizarre qui a le goût de poulet, qui serait peut-être d'un autre monde, mais on sait pas d'où. Mais en fait, c'est une plante, mais on voilà. sait pas trop d'où elle vient. Elle apparaît, donc ça aussi, c'est l'histoire du tome 2, en fait. Il y aurait peut-être des vampires aussi, apparemment. C'est ça, il y a peut-être des vampires qui arrivent de on ne sait trop où, avec une hiérarchie quand même dans tout ça, et des complots là derrière, des implications au niveau du gouvernement. Des clubs privés de bouffeurs de poulet. Ou de bouffeurs d'autres choses. Oui. Ou de bouffeurs d'autres choses d'ailleurs. De bouffeurs antiques. Oui, qui mangent des choses qu'on ne peut reproduire car... Voilà. Ensuite, dans l'Antiquité aussi, on sait que Tonichu a eu une vie avant. Mais là aussi, on va pas trop spoiler, mais des trucs... Ça sent le tome 3, ça, hein. Ouais, C'est Hein, super, dans ça prend plein de c'est choses. super Je intéressant. crois sur l'histoire de Tonichu. C'est une famille d'immigrés, une famille nombreuse. C'est des boîtes people sans poulet. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une série complètement barrée, mais elle Ouais. est très très bien écrite. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est extrêmement fun. Et au fait, tu sais que depuis tout à l'heure, on parle de la série, mais on n'a même pas dit qui l'avait faite. En fait. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais attends, ça, on le garde pour la fin. Eh bien, c'est Rob Guillory et John Layman. John Layman. Voilà, tu vois, j'avais un doute sur. C'est des indés. C'est publié chez Image. Et au début, ils ont fait ça en se disant « Ah ah ah, jamais ça marchera !» Et en fait, ça fait un petit carton parce que ils te sortent quelque chose qui est très réussi, qui a une écriture très moderne, un petit peu, je dirais, un peu à la Fight Club dans la façon d'écrire, Ouais. où beaucoup de voix off, de flashbacks, de je reviens en arrière sur un truc qui va se passer, où il y a un tome où ils nous disent ceci est la 11e page de cet épisode, mais on l'a mis en première, vous pourrez la relire quand vous aurez lu la 10e tout à l'heure. Plein de petits jeux et de lectures débiles, enfin de trucs débiles comme ça avec les lecteurs, qui sont très fun. Et donc il y a une narration qui est très dynamique, qui est souvent in media res, c'est-à-dire que très souvent ça commence, on est au cœur de l'action, et on sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas comment on en est arrivé là. Et des tonnes d'idées à la planche, quoi.
Oui, mais en même temps, on ne s'y perd pas. Je trouve que c'est important de le dire parce que vu tout ce qu'on a donné comme information dans la présentation, c'est vrai que l'univers est extrêmement riche, que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais on ne s'y perd pas du tout. Moi, je trouve ça assez clair et effectivement, c'est très dynamique. Le dessin lui-même est très dynamique et très moderne. Il y a plein de perspectives différentes, on a plein de découpages différents au niveau des planches, des vignettes, etc. Enfin bref, c'est du très très bon travail. C'est de la comédie en plus, hein, globalement. On est dans de la comédie policière, donc ouais, malgré le côté un peu gore, malgré le côté c'est gore, c'est fantastique, c'est un mélange de genre, hein, c'est trop bien. Genre, mais c'est trop bien. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on peut dire de Tony Chu, c'est allez-y vite, courez-y vite, et achetez-le parce que en théorie, quand vous aurez acheté le tome 1, puis vous serez obligé d'acheter le tome 2, puis le 3, puis le 4, le 5 et le 6 qui vient de sortir. Le dessin, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le style de dessin? Il n'est pas spécialement joli. Ouais. J'ai pas de dessin, on va dire en mémoire là qui me. C'est assez caricatural, mais c'est c'est très efficace. Ouais, on est vraiment dans un côté un peu cartoony, semi-réaliste. Ouais, avec un renforcement des contours, etc. C'est très très plaisant. Franchement, c'est très plaisant. Ça participe bien de l'ambiance générale. Ça fonctionne bien. Oui, péchu, quoi, le truc. Péchu, mais pour autant, je dirais pas que le graphisme est tombé par terre, le dessinateur est. Non, il n'y a pas un milliard de détails dans le décor. Et un génie de sa génération. Non. On reste sur les personnages, l'action et les 3 objets qui tournent autour. On va pas avoir une profondeur de champ et des détails. Disons que c'est plus la narration, c'est-à-dire le lien entre le dessin et le scénario qui est très bien foutu que le dessin en lui-même, qui est sympathique, mais le dessin renforce l'action, mais il est pas là pour magnifier l'ensemble. Quoi. Oui, c'est un bon, ce qui ne veut pas dire que le dessinateur n'a peut-être pas le talent de nous faire une Joconde, quoi. Oui, ça veut pas dire ça. Non, ça veut dire qu'il pond ses 22 planches par mois et que peut-être qu'il peut faire mieux s'il passe plus de temps. Oui, de toute façon, je suis pas sûr qu'avec un dessin particulièrement léché, ça sert pas vachement plus le bouquin. Hein. Je pense que ça le desservirait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Là, il faut quand même aller vite. Donc, si on se noie dans un milliard de détails dans chaque case, ça va pas aller. Pour qui c'est, d'après vous? Vous avez déjà fait la blague de Josette machin chose, donc alors moi, je dirais ça un bon geek ou un geek de 30 ans. C'est-à-dire moi. Je pense que je suis le public visé par ça. Oh, même plus jeune, je te dirais. Je te dis un geek ou un geek de 30 ans. Oh, même un jeune ado, hein. Franchement, 12-13 ans, ça envoie. Hein. Ouais, je dirais pour les fans de série Z. 12-13 ans, je suis pas sûr en fait. Ah, si. Ouais, je dirais pour les fans de série Z. Toi, le truc bien barré. Toujours. Et franchement, les experts, il y a plus de sang dedans que dans tout les experts, ils n'ont pas à le voir en fait. On va pas revenir sur cette discussion-là, c'est qu'en fait, ils ne doivent pas le regarder. C'est écrit en fait. C'est écrit. T'as dit au moins de 16, tu vois, des épisodes. C'est moins de 10. Moins de 16, certains. Ouais, certains, mais là, ça va. On va pas revenir sur la classification des experts selon le CSA. Non, mais enfin, dans tous les cas, non, je dirais, peut-être de l'ado plus, quoi. Ouais. Ouais, voilà, je dirais que c'est Jones, quoi. Si vous êtes fan de bons gros films un peu débiles, série Z, mais avec du fond, parce qu'il y a aussi du 14e degré bien trouvé, ça peut le faire. Si vous avez aimé machin chose, Fight the World, Fight le monde, là. Jane Bob. Ouais, enfin, je sais pas. Tucker and Dale. Fight le monde. Fight le mal. Fight le mal, ça peut vous plaire. Si vous aimez un peu ce genre de truc un peu série Z assumé, qui se prennent pas au sérieux, qui sont bourrés de références et qui arrivent à se permettre d'avoir de très bonnes idées au milieu, je crois que c'est... Et je pense que même si vous aimez simplement les policiers, ça peut marcher aussi. Et si le gore et le côté un petit peu décalé vous touchent pas plus que ça, les enquêtes en elles-mêmes sont suffisamment intéressantes. Scrutin à la provençale. Non mais attends, tu te crois où là, tu pourris avec l'accent pourri là. Moi je suis un breton corse les gars. Vous n'allez pas me faire chier avec votre accent provençal. De Olivier Boza et Baloundé. Sponsorisé par le Conseil Général. Olivier Boza, entre les Alpes de Provence. Il est de la famille de Boza, d'Antoine ou pas? Non, je crois qu'il n'y a pas de lien de parenté. Aucun lien. Aucun de parenté. Je vous salue, Mairie. Alors, c'est aux éditions Crowbar, c'est un peu de la petite auto-édition. Et tu parles dans le micro, s'il te plaît. Alors, en gros, je vais vous éviter toute l'histoire, mais c'est distribué par un petit diffuseur que je connais, qui m'ont dit « Ah, on fait de la BD, toi, les collègues et tout. » Et je me retrouve avec un truc genre local. Et vous savez ce que c'est que la bande dessinée locale, en général? Chez nous, c'est les tambourins, ça parle des moutons, ça parle de pagnola, ça parle du carnaval. Et donc j'ai fait un grand sourire. Et de la pétanque. Et de la pétanque. J'ai fait un grand sourire, en plus ça va sûrement écouter cette émission. Et j'ai fait « Ah super, qu'est-ce que tu vas me refiler ?» C'est sympa, merci, c'est gentil.
Et donc, Un petit frisson et une sueur froide qui dégoulinait gentiment dans le dos. Et donc je suis tombé sur cette bande dessinée là qui nous raconte donc dans un petit village provençal assez paumé quoi, le petit village qui doit avoir 20-25 habitants quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas fait la recherche pour savoir s'il existait vraiment ce village. J'en sais rien mais Je pense que c'est fait pour être placé dans n'importe quel petit village provençal. En même temps, il nous parle de Gina Servi. Hein. C'est à côté de Gina Servi, visiblement. Ouais, mais c'est sur le plateau de Valençol, mais ça va, mais enfin bon. Là je crois que vous avez perdu tout le monde, même moi je suis perdu donc. Ça symbole à Bon, quoi qu'il en soit, en gros. Ça te rappelle le petit taf de c'est bon, pour les gars, céréales. c'est bon là. Hein je vais vous raconter ma petite vie. Ça va, on te raconte notre job d'été quand on était C'est ça. à la fac. Quand on était Putain, je faisais coursier pour une société de céréales, je me baladais sur le plateau de Valençol, j'ai Moi, la servi. Oh, je suis allé dans des bleds, je savais même pas qu'ils existaient. T'as 4 patelins, t'as un bar et t'as un silo agricole. Énorme. Enfin bon, donc du coup, on va suivre l'histoire du maire qui a des élections, mais il est tout seul, donc il s'en fout un peu. Et puis le maire, c'est un peu. Si, je t'ai pas raconté. La voiture que j'avais, elle était énorme. T'imagines qu'ils avaient tellement des pneus de merde que je perdais des morceaux entiers de pneus en roulant. Ta voiture était plus Et petite donc que les le bras qu'il y avait dans mon maire, silo. C'est vrai. donc le maire était. Je les ai mutés parce que c'est pas possible. Non mais arrête de Ah, toucher. c'est moche, il nous a coupé les micros. C'est dis donc. moche. Bon, Donc- dis-moi, donc scrutin à la Provençale. Donc le maire se croit tout seul, sauf que bien sûr il y a un concurrent qui va se présenter à la mairie, et donc il va commencer à vouloir essayer de s'en sortir et de se faire réélire. Un concurrent parachuté. Ouais, c'est ça. Et tous les jeux de mots sur les termes électoraux, ils passent. Hein. C'est Oui. ça. Là, C'est le pas concurrent parachuté, en fait, sur l'affiche, il est parachutiste. Quoi. Et pourtant, ça marche bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un humour. Bon, le côté provençal, je veux dire, ça pourrait se placer un peu n'importe où sur les gags et l'intrigue générale. Sauf que, comme c'est provençal, ils ont utilisé les expressions et le parler provençal. La moitié, je les connaissais pas. Hein, j'ai un peu découvert ça. Oh, peu cher. J'ai découvert un peu sur le tas. Et en fait, ça colle. Souvent, quand on veut se faire le provençal, on fait comme Daniel Auteuil quand il fait un film qui se passe en Provence, par exemple. On a l'impression que les mecs, ils se sont mis un accent dans le cul et qu'ils essayent de se le sortir comme ils peuvent. Mais on voit bien, on voit bien Celle-là, elle est classe, hein. Quoi. Celle-là, elle est très très classe. On voit bien que c'est pas ça. Quoi. Sinon, t'as la pub de Le Chat aussi. Ouais. Pour l'accent marseillais. Ah, le chat machine, et pas avec ses mains. Hein. Et là, c'est vrai, la façon dont c'est dit, ça fait pas je tente de faire provençal pour faire provençal, ça fait vraiment on parle comme ça. C'est ça. Ça reste assez les naturel. dialogues sont très naturels malgré le fait qu'il y ait des tonnes d'expressions. Le maire, il en sort au moins une par phrase. Hein. Qu'on comprend globalement, hein, je veux dire quand il insulte un gars, quand tête d'esque. Oui, non, pas mal. Enfin bon. Anne Suquet. Donc globalement, c'est une BD d'humour assez fun, qui passe assez bien. Graphiquement, alors on est vraiment sur du gros nez, assez simple. Du gros ventre aussi. Ouais, Du les gros couleurs, nez, gros ventre. les couleurs m'ont un peu fait mal aux yeux au début. C'est très 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 saturé. Alors je pense que c'est volontaire pour avoir le côté un peu provençal, tu vois, c'est côté un peu ocre, un peu foncé, etc. Un peu Joannet Pierre-Louis, ouais. Moi, c'est surtout la couve qui m'a fait penser à du Lucky Luke. Ouais. Oui, c'est Avec parce le que scrutin à la Provençale, ça me faisait. Dans le Lucky bandeau Luke, jaune ouais. avec. c'est vrai que ça fait très Lucky Luke. J'y ai pensé aussi. Donc graphiquement, ça passe bien. Enfin, pour moi, c'est une surprise. Je m'attendais pas du tout. En général, en général, la BD locale, c'est de la BD à touristes, quoi. Et ça, c'est pas le cas. Ou de la BD de commande, faite par Ouais. le conseil général ou par le conseil régional qui te demande une BD sur la pêche de la sardine. Là, je pense pas que ça a été demandé. Parce que, vu Comme comme ils ça ont chopé trash, des subventions. vu Ouais. comme ça trash pour sur les scrutins et sur les élections. Je pense que c'est du coup, là, il se tire une balle dans le pied, oui. Oui, c'est clair. Voilà. Donc 10 €, ça doit pouvoir se trouver sur la Fnac en théorie. C'est une espèce de format à l'italienne, quand même, ça a précisé. Mhm. Et le maire Pescadou est visiblement inspiré d'un personnage réel. Alors, Peut-être. c'est un personnage de petite taille. Donc, si le maire de Petite votre village... taille et un petit peu énervé. Après, voilà. Si vous le reconnaissez, Mais il est blond. Eh oui, mais il a un grand nez. Pointu. Mais il a un grand nez. On voit pas sa femme, par contre. Ben non. Peut-être qu'elle joue du tambourin. C'est un tome 1, peut-être. Alors, le tambourin est un sport local pour les gens qui viennent d'ailleurs. oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends. C'est un sport international, le Oui, tambourin. on a un tournoi international dans notre bonne ville des Numéros. Tout à fait. Voilà. Et non, l'air de rien, c'est vachement physique, le tambourin. Moi, je les ai vus jouer quand tu les vois taper avec, donc, justement, un tambourin dans une balle et tu vois que la balle, elle va c'est quasiment violent. 100 mètres de l'autre côté, tu fais waouh. Il y a une bonne équipe aussi à la peine sur Ubonne.
Ce sont les C'est deux pour qui seules ce que c'est équipes. important ça, non? C'est pour qui? Pour tout le monde. Oui, bon, pas trop les petits. Pas trop parce les qu'ils ont petits, pas- mais après, pas je dirais capté. à partir de pour les adultes, quoi. Ouais. Ouais. Adultes jusqu'à vieux. Parce Et qu'en pour les fait, touristes. parce que les vieux, justement, tu vois, ils peuvent se retrouver dans toutes les expressions. Voilà, pour les Provençaux, je pense qu'ils peuvent trouver du plaisir, et puis pour n'importe qui est un peu impliqué politiquement dans un petit bled. Ah ben, tu vas l'offrir à... Ah, Ouais. bah tiens, oula, on a déjà trouvé trouve quelqu'un que qui ça l'offre. peut être sympa. Pour cette splash page, nous avons l'interview fantastique de Thio, qui interviewe les auteurs de la mémoire de l'eau. Ouais, alors juste on doit dire en fait, c'est parce que l'interview il ne l'a toujours pas écouté, sachant que le festival des Calanques et Débuts a été fait au mois de... Voir un peu plus. Oui, mais Voilà. j'ai une confiance totale en C'est vos ça. Et talents donc en d'intervieweur. fait il a dit non mais j'ai jamais écouté l'interview de Mathieu Rennes. Oui, mais je vais l'écouter. Ouais, ben voilà, en même temps que nous. Voilà, je vais l'écouter pour faire le montage, donc forcément pas encore. Donc, on vous laisse en leur compagnie. On vous dit à tout à l'heure. Bonjour, on est toujours donc en direct du Festival des Calanques et des Bulles. On reçoit donc Valérie Vernet et Mathieu Rennes ou Rennes. Alors je vais un petit peu vous présenter. Donc Valérie, donc tu es dessinatrice sur La mémoire de l'eau, sur Agathe Saugrenu aussi. Mathieu, donc tu as participé donc au dessin sur Alter Ego, mais je crois que tu es plus directeur artistique en fait. Oui, Enfin, tu as fait des couvertures. j'ai participé aussi aux planches, storyboard, création des personnages, etc. Donc j'ai participé, oui, aux albums aussi, ouais. Et donc La mémoire de l'eau, où tu étais donc le scénariste. Voilà, c'est ça, scénariste là-dessus. Mon premier scénario, ouais. Quelle est votre actualité à tous les deux, enfin là actuellement? Alors moi, je travaille actuellement sur une adaptation d'un roman de Stephen Wool aux éditions Ankama. Ils ont créé toute une collection où ils adaptent tous les romans de cet écrivain. Donc moi, je travaille là-dessus avec Denis Lapierre. On va faire 2 albums. Et parallèlement, je continue Alter Ego. Voilà. Et moi, je prépare une série fantastique aussi avec Denis Lapierre qui s'appellera Rose. Et voilà, chez Dupuis. Voilà. Ou tu seras illustratrice ou au scénario également? Non, je serai juste illustratrice. Pour l'instant, je serai juste illustratrice. Tu participes un peu au scénario, c'est ça? J'ai des envies. J'ai des envies, donc je voulais garder un peu comme sur La mémoire de l'eau, mais je voulais situer ça en bord de mer. Je voulais que ce soit une héroïne parce que j'aime bien les héroïnes féminines et que ça se rapproche de moi, et je voulais que mon personnage soit proche de moi. Voilà. D'accord, très bien. Alors sur La mémoire de l'eau, je voulais vous poser une première question. Est-ce que le titre a un rapport avec une théorie, enfin une hypothèse un peu fumeuse qui n'a jamais été vérifiée ou pas? Alors ça n'a pas un rapport direct, mais j'avais beaucoup de mal à trouver un titre et je suis tombé effectivement sur cette expression, La mémoire de l'eau, dans un bouquin que je lisais, et ça a fait tilt tout de suite. Je trouvais que c'est assez joli, je trouve, et finalement ça correspond assez bien à la théorie controversée, cette histoire de concept que l'eau garderait une mémoire de tout ce qu'on plonge dedans en fait. Au niveau de votre méthode de travail sur La mémoire de l'eau, comment vous avez fonctionné au niveau le lien justement entre scénariste et dessinateur? Ben moi j'ai écrit en amont toute l'histoire, évidemment, tout le scénario de A à Z, que je soumettais régulièrement à Valérie pour qu'elle me dise s'il y avait des trucs qu'elle sentait pas ou d'autres pistes qu'elle préférerait creuser un peu plus, etc. Et après on est allé en Bretagne parce qu'on a vite décidé que ça devait se situer en Bretagne sans trop préciser les lieux, etc., mais s'inspirer d'un décor breton. Donc on est allé en Bretagne à plusieurs reprises pour repérer des endroits qui nous intéressaient, prendre des photos, rencontrer les gens, discuter un peu, tout ça, voilà, s'imprégner un peu des lieux. Et puis après, toute la partie découpage et dessin, ça s'est fait surtout, moi au niveau découpage, puis Valérie après pour le dessin des planches et la couleur. Au niveau du dessin, justement, il y a beaucoup de... je dirais de décors. Je vais reprendre ma question parce que j'avais réfléchi là-dessus. Comment tu les as travaillés justement, tous ces décors, tous ces changements d'état au niveau de la mer, la tempête, le calme, les vagues? Ça t'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'essais dans tes planches? C'était beaucoup de recherches photos.
On a eu une grosse base photo en amont et moi j'ai beaucoup de références, surtout picturales, Commodore Hopper que j'aime beaucoup. Et donc tout ça a été un mélange un peu des deux. Et après pour les ambiances, c'était vraiment ce que je ressentais par rapport à ce que Mathieu m'écrivait. Et j'avais juste à ressortir les références que j'avais en tête, quoi, les grands tableaux de tempête, les grands classiques en fait. Voilà, j'ai plus une culture de peintre que d'auteur BD en fait. Voilà. Et au niveau de la couleur, parce que là j'ai lu pour l'instant que le tome 1 en fait de La Mémoire de l'eau, donc j'ai pas encore la fin. J'ai trouvé que il y a beaucoup de bleu justement à cause donc de la mer, du ciel, mais malgré tout ce bleu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de chaleur en fait dans les dessins. Ça a été une volonté de ta part ou c'est juste mon ressenti à moi personnel? En fait, je pense que c'est dû, je crois, d'après ce que les gens en disent, au fait que j'ai un dessin assez rond et qui vient de l'illustration jeunesse. Et l'alchimie des deux entre l'histoire qui a vraiment tout public et qui est un peu plus adulte, on va dire, tout public, fait que ça crée quelque chose de doux en fait. De doux et peut-être un peu poétique, quoi. J'ai tendance à beaucoup dessiner aussi avec la couleur plus qu'avec le dessin. Et ma couleur est vraiment importante pour le thème et l'ambiance générale. Je sais pas si je suis claire. Si, non, tout à fait. Non, c'est vrai que parce que moi, le ressenti que j'avais, c'est que pourtant le bleu, souvent, c'est une couleur qui est un peu froide, qui donne un petit peu de... Parce que je pense qu'il y a il y a des turquoises aussi qui viennent dedans. Alors, on s'est inspiré de la Bretagne, mais on vit dans le sud-ouest. Donc, les couleurs sont vraiment des couleurs un peu plus chaudes. Mais alors, ce qu'il faut dire, et je m'en suis rendu compte qu'après, quand on a fait les repérages, on était en Bretagne au mois de janvier. Donc déjà, c'est des couleurs un peu plus froides. Et quand moi, je réalisais l'album, en tous les cas le tome 1, on était déjà entre juin et août. Donc les couleurs chez nous étaient pas les mêmes et ça m'a vraiment influencé. Comme on vit à côté de la mer, c'est un peu des couleurs des Landes, quoi, quelque part. Même si... Et quand on regarde bien, en Bretagne, la mer est turquoise à certains endroits et selon la lumière. Mais bon, j'ai été un peu influencée de la côte landaise. Non, c'est une vraie réussite en tout cas de ce côté-là, parce que ça donne vraiment une atmosphère qui est très 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 sympathique. Je vais juste un petit peu revenir vers toi, Mathieu, donc justement sur Alter Ego. Là, on en est donc déjà à, que je me trompe pas, 6 tomes. 7e est sorti, ouais, au mois d'octobre. Voilà. Non, parce qu'en fait, on compte le nombre de fumbles qu'on fait avec les auteurs, donc j'ai fait mon premier. D'accord. Oui, le 7e est sorti au mois d'octobre. Là, en fait, c'est la conclusion du premier cycle. Et il y a donc un deuxième cycle qui va commencer, normal. Et tu auras donc toujours le même rôle donc sur le deuxième cycle. Et il va faire donc combien de tomes celui-ci? Alors j'aurais pas tout à fait le même rôle parce qu'effectivement sur le premier cycle j'étais vraiment directeur artistique, on va dire, je chapeautais un petit peu tout le monde. Et là sur le second cycle, chaque équipe va gérer vraiment ses albums de A à Z, donc les couvertures, les storyboards, les personnages, machin. Et voilà, moi je voulais un petit peu me détacher de tout ça parce que c'était un boulot dingue sur la première saison et du coup j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Et là j'ai d'autres projets personnels, donc je voulais me sortir un petit peu du truc. Et puis bon, les autres auteurs qui travaillent sur Alter Ego sont aussi des auteurs complets, donc ils savent faire leur boulot, j'ai pas besoin d'être derrière à surveiller vraiment ce qu'ils font, quoi. Est-ce que vous arrivez à vivre de la bande dessinée tous les deux? Oui, on en vit depuis une dizaine d'années. Ouais. Enfin, on en fait depuis une dizaine d'années et on en vit complètement depuis 7-8 ans, quoi. Quelle est votre dernière découverte en bande dessinée? C'était la question que j'avais posée un peu hier justement pour préparer. Alors moi, sans hésiter, c'est Last Man de Balak, Sans la ville et Vives, voilà, qui était vraiment une grosse claque quand j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Ouais. Un plaisir assez régressif quand même. Moi j'ai trouvé en le lisant, on se dit que... Depuis tout à l'heure, j'observe un petit peu le regard de Valérie et je suis pas convaincu qu'elle soit du même avis. Je l'ai forcé à le lire. Je l'ai forcé à le lire. Et donc ta dernière découverte? Ma dernière, un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, voilà. Et une vraie. Et non. Mais c'est ça qui est bien. Il y en a pour tout le monde.
Mais moi j'étais attirée par les couleurs comme d'hab, mais aussi parce que j'aime bien aussi Emmanuel Lepage et surtout parce que le sujet m'intéressait. J'imaginais pas qu'il y avait une vie qui s'était reconstruite à ce point-là, et en même temps les couleurs sont chaleureuses, mais ça a un côté assez déprimant quelque part. Ouais, enfin. On l'a chroniqué dans l'émission, et effectivement, on alterne entre cette aquarelle qui est très chaleureuse, très bucolique, c'est vraiment un printemps, et en même temps, il y a quand même de l'ancrage, on est quand même même s'il y a de l'aquarelle, il y a une grosse zone industrielle, on a un propos, il y a des masques, etc. Ça reste difficile. On se rend compte de ce qui s'est passé, quoi. Même si on voudrait en savoir plus. Oui. Voilà. Oui, c'est un voyage, on a un petit carnet de croquis, on n'a pas tout. Pas tout, on aimerait connaître un peu plus les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire après, qu'est-ce qu'ils vont devenir, voir comment ça va évoluer, même si la nature a repris le dessus, ils partent pas sur des bonnes bases. C'est sûr, mais bon, ça a mis quand même environ 25 ans à la louche pour en arriver là, quoi. Et ben voilà, on a fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc nous allons parler de La mémoire de l'eau de Mathieu Rennès et de Valérie Vernet. Que nous venons d'entendre, et c'était trop bien. Oh, Fayot. Ouais, je sais. Il a toujours pas écouté. Alors, La mémoire de l'eau, qu'est-ce ? Donc, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas une théorie fumeuse sur de l'homéopathie. C'est un excellent bouquin. Même un diptyque, on peut dire ça. Je crois qu'il y en a deux, c'est un diptyque. Un excellent diptyque. Alors, je vous explique un petit peu le pitch. Marion déménage avec sa mère en Bretagne, dans une maison dont elle a hérité. Et du coup, il y a toute une vie à refaire. Oui. Sa mère doit retrouver un travail, et puis du coup, Marion, se fait un peu suer, quoi, dans la maison de campagne où il y a juste la mer et les falaises. Ouais, puis le fin fond de la Bretagne, c'est super rêvé quand t'es un môme, quoi. Ouais, non, quand t'es un môme, je pense, mais quand t'es une ado, non. Oui. Enfin, un début d'ado, quoi. Quoique la baraque, moi je trouve qu'elle a une certaine classe quand même. Hein. En haut sur la falaise, comme ça, avec la vue, c'est dégueu. Là, la baraque à 10 mètres de la falaise, tu vois, vue magnifique, c'est une certaine classe. Alors donc du coup, Marion va visiter, se balader dans la lande et découvrir plein de choses étranges, un peu particulières, des visages qui sont dessinés sur les pierres, un phare qu'elle n'a jamais, qu'on n'a pas le droit d'aller voir, et qu'elle un jour a laissé d'aller conquérir à marée basse. Oui, parce qu'à marée basse, l'accès au phare est possible. Est possible à pied, mais malheureusement, comme toute Parisienne qui se respecte, elle se fait prendre par la marée et du coup se retrouve coincée sur le phare. Les boules. Mais là, heureusement, surgit le capitaine Ahab. Hein ? Non, c'est pas le capitaine Ahab, mais honnêtement. T'as mélangé là. Ouais, mais il le fait bien. C'était pas Xor ? Non. Merde. On n'a pas lu la même BD, je crois. Mais il le fait bien. Et donc, du coup, le capitaine va être un personnage qui va pouvoir raconter un petit peu la vie de la famille de Marion, parce qu'en fait, c'est une ancienne famille de la région qui a quitté celle-ci il y a quelques dizaines d'années. Et on va en savoir plus, en fait, sur le grand-père de Marion. Avec tout un mystère. Tout un mystère qui va se créer. Après, voilà, je veux pas non plus trop en dire parce que ça serait spoilé. Disons que, sans spoiler, par exemple, il y a des... je trouve pas le mot, des trucs, des menhirs, là. Des sortes de menhirs avec un petit lot symbole et des dates qui sont représentées à chaque fois, sur lesquelles Marion va enquêter, parce que c'est assez mystérieux, elle se demande d'où ça vient. Oui, c'est des statuettes, oui. Ouais. Non, mais c'est mis sur la pierre, non, sur des menhirs, en fait. C'est un nom plus intelligent que menhir. Ouais. C'est pas des menhirs. Mais non. Voilà, mais c'est presque un totem, mais c'est trop intelligent pour qu'on trouve. C'est ça. Et comme on n'a pas envie de fouiller dans les BD, on va pas le retrouver tout de suite. Voilà. Alors donc voilà, vous avez entendu déjà de toute façon dans l'interview de Mathieu et Valérie, voilà, la manière de travailler qu'ils ont utilisé pour faire cet album, la volonté qu'il y avait derrière. Donc on va peut-être pas non plus trop s'attarder sur le dessin, même s'il est absolument sublime. Bon, après, eux on te dit comment ils avaient travaillé, mais ça veut pas dire que tu peux pas dire ce que tu as aimé dans ce dessin-là. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? J'ai tout aimé, quoi. Il y a l'atmosphère, comme je l'ai dit à Valérie, voilà, c'est toute cette couleur bleue qui est tout le temps présente et qui, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, est une couleur qui du coup donne beaucoup de chaleur en fait à son récit. Parce qu'elle l'a traité de cette façon-là.
Elle a réussi à créer une ambiance super chaleureuse malgré l'utilisation de la couleur bleue et de couleurs froides. Je trouve que tout l'exercice, toute la difficulté de l'exercice était là et elle a parfaitement bien réussi. Après son décor un petit peu, ses visages un peu cartoony, qui sont pas vraiment pas dans une veine réaliste quoi. Le semi-réaliste, c'est très français ce semi-réaliste quand même. Ouais, enfin là c'est moins, c'est en dessous de semi-réaliste je dirais. Non mais un peu ce qu'on peut retrouver dans du Seul, tu vois ce genre d'ambiance. Qui colle bien, je trouve, au récit ado, justement. Et voilà, qui donne vraiment une très très bonne ambiance, avec en plus des cadrages, des moments qui sont très sympathiques, avec beaucoup de profondeur dans l'image. Une vraie alternance, et ça donne vraiment une bonne dynamique à la narration, qui en plus, du coup, cette dynamique de la narration est bien aussi sentie grâce à un scénario qui est quand même très très bien écrit. Vas-y. Moi j'ai trouvé, il y avait plus de scénario. Le scénario est complet parce qu'on a à la fois l'histoire de chacun des personnages qui va se construire petit à petit, et on va en même temps avoir petit à petit des petites pierres qui vont être posées pour les différentes énigmes qu'on va avoir à résoudre, qui vont être résolues par Marion au cours de l'histoire. Mais jamais trop. Juste une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, un petit dialogue avec machin, une photo de truc. Un souvenir d'une tempête. Et tout ça fait qu'on arrive à la fin moitié du tome 2 en se disant ouais ça y est, on a tout. Tu arrives à avoir à peu près tout un pulse qui s'est formé devant toi. Et du coup la fin, et voilà, tu t'y attends, mais en même temps elle te laisse quand même. Moi elle m'a un peu laissé sur ma faim quoi. Et ça nous laisse toujours aussi dans le dans l'entre-deux, entre la nature fantastique, pas fantastique, il nous laisse nous faire notre propre opinion là-dessus. Qu'est-ce qui est fantastique, qu'est-ce qui est fantasmé, il y a toujours un doute qui est mis en place. Et je pense que s'il devait y avoir une suite, le problème serait que j'ai l'impression qu'il devrait trancher. Parce qu'une suite est possible. Je veux dire, moi je suis arrivé à la fin, ça m'a laissé aussi sur ma fin, mais une suite est possible. Moi c'est ce qui, je tiens à préciser que c'est le scénario, j'ai trouvé excellemment bien fait, bien ficelé, bien mené. La fin m'a laissé sur ma faim parce que j'ai encore des questions. J'ai encore des questions et j'ai pas de réponse. Alors, comme tu dis, s'il faisait une suite, je pense qu'il serait d'une part obligé de trancher ou alors de transposer, de passer de nouveau, soit de revenir en arrière pour faire une génération ou deux précédentes, soit d'aller plus loin dans le temps. Et oui, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire en allant plus loin dans le temps, justement. Et enfin, il y a un univers où il y a des choses à faire, quoi. Voilà, c'est là-dessus que je voulais te rejoindre, c'est-à-dire que moi, ça me ferait un petit peu bizarre de prendre la suite de cette histoire-là, parce que pour moi, ça m'a pas du tout laissé sur ma faim, au contraire. J'ai trouvé que c'était plus à prendre comme une aventure, plus que comme une enquête. Et justement, comme tu le disais, toutes les informations sont distillées de manière très intelligente tout au long des bouquins, ce qui permet de garder une lecture suivie, attentive, bref, un petit suspense quand même qui est là. Mais pour moi, la fin m'a pas du tout déçu ou laissé sur ma faim, pour reprendre ton terme. C'était la fin de l'aventure, c'est comme ça que ça se conclut, et on peut imaginer effectivement une suite sur une autre génération. On peut imaginer une suite qui serait un flashback et où on aurait les origines de tout ça. Mais alors vraiment pas du tout prendre la suite de ça, parce que justement ça enlèverait un petit peu cette magie et ce petit doute qui plane. Oui, non, mais j'aime bien que ça existe encore, ça. Oui, mais justement c'est ce bouquin. Moi je trouvais que le diptyque était vraiment super bien mené. J'ai lu le tome 1, j'ai dévoré le tome 2. Je me suis régalé. Voilà, c'est vraiment... à la fin, tu fais quoi comment non, c'était fini, mais. Et oui, mais c'est comme quand tu arrives à la fin du Seigneur des Anneaux, hein. Mais tiens, ouais. Ça peut pas continuer pendant 150 ans. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux, t'as une vraie fin. Parce que t'as la fin du Seigneur des Anneaux, et après t'en as une autre, et ça continue pendant 150 ans jusqu'à la troisième fin, tu vois, je veux dire. Bon, l'exemple c'était peut-être pas le meilleur. Mais... Non, mais t'as une vraie fin à un moment donné. Là, je veux dire, t'as quelque chose qui est fini. Sauf que là, il y a encore des questions qui restent en suspens. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées. Maintenant, je pense que c'est très clairement un souhait de la part de l'auteur de le faire. Hein. Il avait pas. Oui. Ils ont voulu, je pense, essayer d'utiliser d'une part la Bretagne, haute terre de légende, et de mettre ça. Tu as travaillé à l'office de tourisme de Bretagne, toi ? Ouais, mais c'est un trop beau pays en plus. Attends, c'est super là-bas. Ils ont des huîtres pas chères. Alors, terre de légende, en fait, c'est Midi-Pyrénées. Hein. Là, tu es en train de spoiler une autre région. Ah, Terre de légende, je croyais que c'était une collection de livres-jeux. Une collection de BD aussi. Marche aussi. Donc,
Tu parlais d'un côté aventure ou polar. Moi, je trouvais qu'il y a un côté un peu, vous savez, c'est polar historique, mais version adolescente, où on va plonger vers le passé de la région, savoir ce qui s'est passé, où il y a une enquête autour d'un mystère du passé. Ah, le Club des 5. J'allais dire, il y a un... Non, mais non, tu vois, des fois... Mais le voilà. bon Club des 5. Des fois, Parce qu'ils ont fait. On s'est moqué en disant le Club des 5, parce que du coup, ça fait Biotech Rose, machin, Club des 5, ou... Oui, en attendant, pour les petits, c'est génial. Hein. Oui, clairement. Mais là, je trouve que c'est le très bon côté, le petit scénar enquête. Oui. C'est ça. C'est bien mené au niveau du polar. C'est bien mené au niveau de l'humain. Oui, parce les personnages sont bien écrits, bien définis. Et puis sans être trop caricaturaux, sans être trop plats non plus. Ils sont attachants. Enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas de violence. C'est pas vraiment le lieu, quoi. Hein. Mais tout se passe pour que dans tous les petits morceaux, que tu aies une continuité qui t'amène vraiment à une bonne lecture, à un truc sympathique à faire. Voilà. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que Mathieu Rennes avait plus à raconter, sauf qu'il a signé pour 2 tomes, et qu'il a écrit une histoire en 2 tomes. Il a bouclé son histoire en 2 tomes, mais il y a un tel fond, il y a tellement de possibilités d'histoire à raconter avec le peu de choses, en fait, parce qu'il y a pas, il y a une richesse dans son univers. J'ai l'impression que il pourrait raconter d'autres choses dans cet univers-là, mais qu'il a raconté cette histoire-là, parce qu'il il a signé pour 2 tomes. Ou bien alors, il a fait comme un rôliste, il a écrit un univers gigantesque pour pouvoir écrire juste une histoire dedans. Écoute, il pourrait peut-être nous répondre sur son Facebook. Voilà. Il pourra laisser des commentaires sur les sites. Oui. Toi, Ti, tu aurais quelque chose à rajouter un peu sur... Non, je redirais la même chose que j'ai dit au début. C'est un travail énorme sur l'ambiance. Ça pourrait vite devenir bébétifiant et très enfantin avec ce jeune personnage qui sert d'héroïne et de fil conducteur tout au long de l'histoire en quête. Notamment à cause d'un dessin qui est aussi assez enfantin dans l'ensemble. Et pourtant, en tant que lecteur adulte, on se laisse largement embarquer par tout ça. Et je trouve encore une fois que il y a une vraie force dans l'ambiance qui a réussi à être insufflée dans cette histoire-là. Et le dessin y participe grandement. Le travail des cadrages, le travail des ambiances, travail est absolument du énorme. crayonné, de la couleur, qui sont un très très beau mélange. Oui, complètement. Très classe. Parlons un peu des auteurs dans une splash page, donc on est censé aller vachement en avant, même s'ils nous ont déjà pas mal parlé d'eux, mais que je l'ai pas encore écouté. Oui, mais je peux avouer quand même. De toute façon, vous m'avez vendu. Non, mais c'est déjà situé en fait. On a vachement parlé de tout ce qu'ils avaient fait eux, chacun dans leur vie, leur œuvre. Ok, il faut savoir que Mathieu Rennes, qui est aussi illustrateur, qui avait bossé sur Alter Ego comme série. En fait, il était plus une sorte d'organizer en fait. Oui. Il a sorti un artbook qui s'appelle Ace Wild Open. Oui, qu'il présentait déjà à Des Calanques et des Bulles et qui était très joli. Voilà, qui est sorti en janvier, qui est très joli, avec plein de superbes dessins. C'est son 2e artbook, il me semble. Et pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'il a prévu de faire pour la suite. Et il faudra écouter dans l'interview parce qu'il en parle. Il en parle ? D'accord, je saurai ça plus tard. Autre chose à rajouter ? Non, je dirais simplement merci aux auteurs, parce que c'est un pur moment de bonheur à lire tout ça. Et en plus, ils sont super sympas, parce qu'en interview... Ils sont super sympas. C'était super bien aussi. Pour qui c'est ? Tout le monde. Ouais, de 7 à 77 ans, clairement. Si vous deviez cibler un type de personne à qui vraiment ça collerait au top. Les Bretons. Ouais. Non, mais je pense que toute personne qui s'intéresse un minimum aux histoires anciennes, qui aime se retrouver face à un joli paysage de Bretagne ou face aux éléments, aux personnes qui aiment les pierres et aux messages qui peuvent y être laissés, voilà, ça peut les intéresser. Ok, merci. Nous allons pouvoir maintenant passer à notre carte blanche et recevoir Antoine. Avec ses chemises à fleurs et sa coupe afro. Atoll! Les opticiens. C'est pas lui ? Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Alors Antoine est un nouveau venu qui a décidé de nous parler de jeux de rôle et de bande dessinée. Alors c'est marrant parce que je me serais plus attendu à ce que Cobal le fasse, mais apparemment tu as été plus rapide que lui.
Tu vas donc nous parler un petit peu de tous les liens qui existent entre le jeu de rôle et la bande dessinée, mais d'abord, tu vas peut-être nous dire un peu qu'est-ce que le jeu de rôle, parce qu'il y a beaucoup de définitions et beaucoup de gens ne savent pas vraiment, même s'ils croient le savoir. Alors il y a beaucoup de définitions et il y a beaucoup de médias qui s'appellent, qui s'autoproclament jeu de rôle, à tort ou à raison d'ailleurs. Alors le jeu de rôle d'abord c'est une activité qu'on doit historiquement à un Américain qui s'appelle Gary Gygax, qui est mort assez récemment, parce que c'est en 2008, et qui a inventé un jeu de figurines à la base, qui était basé sur le Seigneur des Anneaux, qui s'appelait Chainmail, c'était en 1975, les plus vieux d'entre nous s'en souviennent peut-être, et voilà, donc il se battait avec ses amis et ses petites figurines, jusqu'à un moment où il s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire parler les figurines, et de les faire interagir ensemble. Et donc, pour ça, il a inventé un autre système qui est mondialement connu, qui s'appelle Donjons et Dragons, et donc qui a eu ensuite le succès qu'on connaît et qui a donné différents dérivés aujourd'hui. Alors on peut citer plusieurs noms de grands jeux de rôle, mais on y reviendra sûrement dans la suite de ce podcast. Et jeux de rôle ensuite qui sont arrivés un petit peu par chez nous par la petite porte, et notamment les livres dont vous êtes le héros des années 80 chez Folio Junior souvent d'ailleurs, où on incarnait une aventure en lisant un livre et on avait le choix entre deux paragraphes à la fin de chaque paragraphe, et suivant les décisions qu'on voulait prendre et suivant l'histoire qu'on voulait suivre. Alors le jeu de rôle c'est un peu pareil, sauf que il n'y a pas de support livre et il y a un meneur de jeu à qui on dit ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, et enfin ce que son personnage veut faire, parce qu'on incarne des personnages et on parle à la place de son personnage, on incarne son personnage comme un acteur, quoi. Donc ça c'est le jeu de rôle le plus classique, le jeu de rôle qu'on appelle sur table. Après il existe deux types de jeux de rôle sur lesquels je vais pas m'étendre, qui sont le jeu de rôle grandeur nature. On incarne des personnages dans un lieu, un château, ce genre de choses, on est costumé, voilà, il y a une vraie interaction, ça se passe sur plusieurs jours. Et il y a les jeux de rôle de jeux vidéo, donc le plus connu c'est World of Warcraft, qui serait plutôt MMORPG, mais dans lequel la dimension ludique a vraiment beaucoup pris le pas sur la dimension rôlistique et narrative. Donc aujourd'hui dans World of Warcraft, l'histoire on s'en fiche un peu, et ce qu'on veut faire c'est taper des monstres et ramasser des loots, quoi. Juste pour avoir une idée de la force de Gary Gygax, c'est que dans son Donjons et Dragons, il avait quand même déjà créé le fait qu'il y ait des races et des classes de personnages, donc l'espèce et le métier, chose qu'on retrouve encore dans World of Warcraft des années après. Tout à fait. Donc il y a quand même un lien, il y a quand même une histoire commune à tout ça, qui puise ses racines beaucoup dans la littérature de Tolkien, quoi, quand même. Ouais. Le jeu, César, oui. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux principalement. Même si le jeu de rôle a varié énormément les genres, et que maintenant on a aussi de la science-fiction, de l'enquête, du polar, du space horror, de l'horreur, tous les genres culturels classiques au cinéma ou à la littérature de genre se retrouvent aujourd'hui dans des jeux de rôle. Ouais, mais dans tout ça, tu nous as pas encore parlé de BD. Je vous ai pas encore parlé de BD, mais la BD quand même le jeu de rôle et la BD ont quand même des racines plus ou moins communes. Alors, je reviens pas sur RG, sur la bande dessinée, le coffrier, etc. au niveau technique narratif, parce que pour le coup il y a rien à voir. Mais c'est plus dans le sens de raconter des histoires et s'adresser à un public qui finalement est identique. Le public d'aujourd'hui qui joue au jeu de rôle traditionnellement lit de la bande dessinée, et les auteurs qui ont travaillé sur des jeux de rôle sont aussi des gens qui ont souvent franchi le pas et se sont donnés à la bande dessinée, soit au niveau scénaristique, parce qu'on y raconte des histoires, soit au niveau du dessin, parce que graphiquement, c'est quand même des univers qui sont souvent très riches et qui inspirent beaucoup les illustrateurs et les dessinateurs de bande dessinée. Donc on peut citer souvent ce qui se passe, c'est que les dessinateurs de bande dessinée ont commencé par l'illustration et sont tranquillement venus à la bande dessinée dans un deuxième temps. Donc là, en gros, pour nous, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur le côté français. Tu vois, faut le dire avec un accent français. Parce que les Américains, effectivement, ont aussi une grande culture là-dessus, même si j'ai toujours trouvé que en France, on a monté l'aspect graphique des jeux de rôle bien plus rapidement que les Américains. Je trouve que c'est une certaine particularité qu'on a eue, en tout cas. Peut-être que ça vient aussi du fait que les Américains ont une culture graphique qui est quand même
très lié à la pop culture, aux comics, même s'il y a de très bons auteurs indépendants, underground américains, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais au niveau du grand public, on a quand même une sorte d'homogénéité graphique, surtout dans les années 60, 70. Après, ça a beaucoup évolué à partir des années 80, 90. Mais voilà, nous, on avait peut-être déjà, en Europe en tout cas, une sensibilité un petit peu plus large, un éventail un peu plus large au niveau parce qu'on avait la bande dessinée et que la bande dessinée rayonnait quand même d'un spectre assez important dès les années 50 quoi. Donc ça, c'est mon interprétation personnelle. D'accord. Et donc, le jeu de rôle a été, entre guillemets, amené en France par certaines personnalités qui ont eu leur influence dans la BD. Tout à fait. La première qu'on peut citer, c'est Froideval. Froideval qui est, pour nos auditeurs, le scénariste des Chroniques de la Lune Noire, sur lequel on va revenir un petit peu longuement, parce que c'est quand même un monument, je dirais, du lien entre jeu de rôle et bande dessinée. Froideval, à la base, c'est le créateur de Casus Belli. C'est quelqu'un qui a découvert le jeu de rôle très jeune, dès la fin des années 70, sachant que, comme je disais au début, AD&D, c'est Donjons et Dragons, c'est 1975, donc c'est quelqu'un qui était précurseur sur le truc, donc qui a commencé à monter un magazine qui s'appelait Casus Belli, et qui a eu besoin d'illustrer ses articles qui portaient sur les jeux de simulation, les wargames et le jeu de rôle. Donc c'était très large au départ. Et donc pour ça, il a commencé à voir dans son entourage qui pouvait tenir un crayon pour dessiner un petit peu et illustrer son magazine qui petit à petit s'est professionnalisé. Donc le premier illustrateur qui est venu là-dedans, c'est Didier Guisrix. On ne connaît pas vraiment dans la bande dessinée, qui est vraiment quelqu'un qui vient de l'illustration, qui est resté dans l'illustration, qui aujourd'hui est plutôt dans la presse, un illustrateur de presse en fait. Mais derrière Froideval, il va ramener des gens qui sont très intéressants, qui vont être des gens comme Chevalier Ségur, comme Olivier Vatine, lui-même qui va drafter un certain nombre de Olivier Vatine qui va ramener ses amis, qui sont Mathieu Loffray, que sont Alex Alice, que sont qui c'est qu'on a d'autres dans Alexis Alexis Briclot, c'est les générations d'après ça quand même, je crois. Alors c'est un peu la génération d'après, mais c'est quand même les élèves de ces gens-là, quoi. Oui, il y a une certaine effectivement, il y a une certaine continuité dans le style graphique. Complètement, c'est ce que je disais. Derrière Froideval, donc lui vend Casus Belli, part s'installer, je parle de ça, on est au début des années 80, part s'installer aux États-Unis pour aller travailler avec Gary Gygax justement sur l'évolution de Donjons et Dragons. Quand il revient plusieurs années plus tard, c'est là où il arrive avec son scénario des Chroniques de la Lune Noire sous le coude, qui se trouvait être les parties qu'il jouait entre autres aux États-Unis et notamment avec Gary. Donc ça c'est un petit peu pour l'histoire du jeu de rôle en France, mais Casus, donc la création de Froideval a quand même été un tremplin pour tout un tas d'auteurs qui sortant d'école n'étaient pas très connus, ils voyaient l'opportunité d'y faire ses premières armes et de pouvoir derrière se vendre comme illustrateur pour de la fantasy, pour des bouquins de science-fiction ou faire de la bande dessinée comme l'ont fait plusieurs d'entre eux. Sachant que dans Casus a été déjà ont été publiées de la bande dessinée telles que les planches de Chevalier et Ségur qui ont fait Croque-le-Beau et plus tard le Gros Bill. Ouais, le Gros Bill, mais je pensais surtout aux chroniques. Légendes des Contrées oubliées. Voilà, les Légendes des Contrées oubliées. Merci Pierre, qui est devenu à la fois une bande dessinée et un jeu de rôle. Sur lequel ils ont travaillé complètement sur les deux médias, quoi. Oui, parce que faut savoir que Cassius Belli donc avait un grand besoin d'illustration parce qu'on est dans de la culture de l'imaginaire et forcément l'illustration ça aide. Ils avaient leur BD, il y a toujours eu un peu de BD maison, on va dire, dans Cassius Belli, que ce soit des choses un petit peu ambitieux graphiquement, même si c'était toujours du gag en une planche, hein, je pense. Donc, Croque-le-Beau, Gros Bill, Les Irrécupérables, Mongol et Godard, qui était vraiment du strip. Ouais, là on était dans du strip débile. Très à l'américaine en 3 cases, voilà. Avec des bananes. Voilà, avec des bananes et un magot. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Froideval avait vendu son magazine à un gros groupe, c'était le groupe Excelsior.
tout à fait. Qui était un groupe qui publiait, entre autres, Science et Vie Junior, Jeune et Jolie, d'ailleurs, apparemment, parce que j'avais pu comprendre, les studios de Jeune et Jolie, là où ils faisaient les castings, qui étaient à côté des bureaux de Cassius Belli. Ce qui a donné des idées à plus d'un, peut-être à Bruno Bellamy pour ses Bellamines. C'est possible. Mais ils avaient même fait un hors-série dans Cassius Belli, une sorte de délire qu'ils avaient appelé Jeune et Jedi. Bon, il y avait eu pas mal de délire. Et donc, beaucoup des illustrateurs finissaient par travailler pour les autres magazines. Et donc, c'est vrai que pendant un moment, moi, j'étais abonné à Science et Vie Junior quand j'étais môme. Je retrouvais des auteurs de Cassius Belli dans Science et Vie Junior. Et je faisais, waouh, trop bien. Donc, voilà. Et après, ces auteurs-là se sont retrouvés pour beaucoup à passer le pas et à faire de la bande dessinée quand même de manière professionnelle. Pour notre plus grand bonheur. Faut bien le dire. Parce donc, qu'on a eu... Oui. Ouais, vas-y. Moi, je disais, justement, dans Cassius Belli, il y avait aussi des auteurs qui écrivaient des jeux de rôle, et tu dans ton document de préparation, tu en cites un qui a été fortement lié à une bande dessinée, parce qu'il a été publié avec une bande dessinée. Alors ouais, tout à fait. Alors il y a Simulacre, qui est un jeu de rôle qui permet de jouer dans tous les univers possibles, qui est un jeu de rôle générique, qui a été publié dans La Fleur d'Asiamar, qui fait partie du cycle du roi Borgne, qui a été créé par Arnaud et Jodorowsky en 1986 aux Humanoïdes Associés. C'est Aleph Tau, je crois, si je me souviens bien. Et je pense que c'était vraiment en disant, voilà, on vous donne la possibilité de jouer dans cet univers, faites ce que vous voulez, créez vous-même, devenez l'acteur principal de notre bande dessinée. Puis c'était aussi une époque où le jeu de rôle était encore... n'avait pas encore les casseroles médiatiques qu'il a eu suite aux gros problèmes des années 95-96. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait pas à ce moment-là, on était vraiment quelque chose dans un laboratoire créatif énorme où chacun avait le droit d'y mettre le doigt, de mettre sa patte, sans que personne n'ait rien à redire et que tout le monde. Alors au mieux, ignorait les gens qui pratiquaient le jeu de rôle, et au pire, trouvait qu'on était de gentils doudingues, mais ça allait pas plus loin, quoi. Alors tu as fait une petite liste des auteurs qui sont passés par le jeu de rôle, et la plupart du temps Cassius Belli. Ouais, tout à fait. Donc on a déjà parlé de Briclot, qui a travaillé à la fois sur les bandes dessinées Spawn, Merlin avec la version Soleil avec Istin, Alone in the Dark aussi aux États-Unis, et qui a travaillé sur différents univers de jeux de rôle tels que Nephilim, Vampire, Mage ou Cops. Moi j'avais adoré une de ses illustrations dans le jeu Agone. Oui, aussi Agone, ouais. Pour lequel il avait travaillé avec Mathieu Gabory. Ouais. Ensuite, il y a Florence Magnin. Florence Magnin. Alors, Florence Magnin, elle n'a pas vraiment été publiée dans Casus directement. En revanche, ça a été quand même l'illustratrice emblématique de Ambre. Et de Rêve de Dragon. Et de Rêve de Dragon, tout à fait. Mais Ambre, il y a eu un essai, j'ai envie de dire, de bande dessinée. Alors, il y a eu 2 tomes de sortie. Je ne sais pas si le troisième verra le jour. Quoi, qui n'est pas dessiné d'ailleurs par Florence Magnin, qui elle a créé sa propre série derrière avec L'héritage d'Émilie, son ouvrage le plus connu, et puis L'autre monde qu'elle avait réalisé avec le scénariste Rodolphe. Ensuite, t'as un auteur que j'adore qui est Mathieu Sorel, qui lui a été publié dans Casus, qui a travaillé sur Algernon Woodcock. Ceux qui connaissent pas cette bande dessinée, je vous invite à aller lire. C'est un chef-d'œuvre à la fois graphique et de narration. Une histoire sur Stéphane Veil. Je trouve plus le nom qu'on a chroniqué il y a pas longtemps en fait. C'est pour ça que. D'accord. Qui était très bien. C'est dans c'est dans l'Angleterre du 19e. C'est extraordinaire. Donc je conseille à tout le monde de lire Sorel, et qui donc a travaillé aussi sur le jeu de rôle le RuneQuest, qui est un vieux jeu de rôle mais à la fois très emblématique. On a aussi parlé évidemment d'Olivier Vatine, Aquablue, Star Wars, qui a travaillé sur Méga 3. Avec qui il a fait rencontrer pas mal d'auteurs là-bas d'ailleurs, avec qui il a monté le label Série B.
dont Fred Blanchard, un auteur que j'aime beaucoup, mais qui est un peu un auteur de l'ombre, parce que lui, était directeur de collection de la collection série B chez Delcourt, et qui, en gros, fait beaucoup de design, de travail de couverture, donc il va travailler pour faire les vaisseaux spatiaux dans certaines séries, les costumes, etc. Et donc on parle assez rarement de lui, alors qu'il est en fait très présent, que ce soit dans le jeu de rôle et dans la BD. Tout à fait. Et accessoirement, Méga 3, sur lequel a travaillé Vatine, est un jeu maison. C'est un jeu Casus, inventé par des auteurs de Casus et illustré par les illustrateurs de Casus. Donc, et c'est lui qui a fait la couverture, qui est encore d'actualité aujourd'hui au niveau graphique. Elle est assez magnifique, cette couverture. Ouais. Je l'ai. Je suis très content de l'avoir. Alors tu as de la chance parce que moi j'ai la deuxième version qui est beaucoup moins belle par rapport à la version originale d'Olivier. On a parlé aussi de Mathieu Loffray évidemment, d'Alex Alice, qui avait fait le Troisième Testament, qui est aussi Alex Alice, qui était un gros joueur de jeux de rôle, qui a beaucoup pratiqué et qui a influencé ça dans Troisième Testament au moment où ils ont conçu la BD avec Xavier d'Horizon. Ensuite, il y a un cas un peu particulier qui est celui d'Elric. Elric, une figure emblématique de la science fantasy, qui a évidemment eu son adaptation au jeu de rôle et qui a régulièrement des publications en bande dessinée. Donc c'est un personnage qui revient régulièrement dans les vitrines des libraires. Et dernièrement, là en 2013, chez Glénat, où ils reprennent le personnage une nouvelle fois, le personnage d'Elric. Je crois qu'il y a 5 ou 6 bandes dessinées, 5 ou 6 séries de bandes dessinées américaines et françaises qui reprennent Elric. Apparemment, en plus, à ce que j'ai cru comprendre, la série Elric française actuellement, c'est Michael Moorcock qui est venu chercher spécifiquement des auteurs français parce qu'il était très content de sa collaboration avec Fabrice Collin. Romancier qui vient aussi du jeu de rôle, qui était très content de sa collaboration avec lui sur des nouveaux romans dans l'univers d'Elric. Et donc il avait spécifiquement recherché des auteurs français, et il était tombé sur Julien Blondel pour le scénario, qui est aussi un auteur de jeu de rôle. Voilà, donc tout finit par se recouper, j'ai envie de dire. Oui. Donc voilà, Elric, c'est quand même un cas particulier. Je crois qu'il en est, à part peut-être Star Wars, qu'il n'existe pas d'autres franchises comme ça qui a dont l'actualité continue d'être complétée, oui. D'avoir des nouvelles publications hyper régulièrement sur un personnage qui date quand même des années 60 ou 70. C'est une longévité qui est assez exceptionnelle, quoi. Voilà. Et enfin, dernier auteur, il y a Mourier, à son époque couleur directe. On parle de Jean-Louis. Oui, on parle de Jean-Louis, pas de Davy. On parle de celui qui s'est dessiné, évidemment. Voilà. En tout cas, dans le jeu de rôle, oui, parce qu'il était dans son époque couleur directe. Celle qui lui prenait beaucoup plus de temps, qui lui rapportait beaucoup moins d'argent. C'est ça. Et pour lequel il avait fait les feux d'Askel, je crois, comme ça. Oui, c'est ça, magnifique. Le tome 4 n'est jamais sorti. Et il ne sortira jamais, j'ai eu la confirmation. Super, c'est génial, ça fait plaisir à tous les fans. Oui, mais bon. C'est pas grave. Le troll de 3 marche trop pour ça. Oui, j'imagine même, il a raison, il faut manger. C'est ça. Ouais. Ensuite, vous voulez parler des scénarios de jeux de rôle qui sont devenus des BD. Alors, des scénarios de jeux de rôle qui sont devenus des BD, ça existe. Ça existe en bien et en mal, j'ai envie de dire. On a parlé des Chroniques de la Lune Noire tout à l'heure avec Froideval qui revenait des États-Unis avec ça sous le coude. Les Chroniques de la Lune Noire, pour moi, c'est vraiment le ratage complet d'une adaptation de jeu de rôle à bande dessinée, quoi. On voit, pour moi, les Chroniques de la Lune Noire, c'est la définition même qu'un jeu de rôle, un scénario de jeu de rôle, ne peut pas être transcrit tel quel en bande dessinée. La narration, ça ne marche absolument pas. Surtout qu'il faut quand même admettre que dans les premiers tomes, le dessinateur n'était pas bon. Il l'est devenu par la suite. Ouais. Mais le droit au début, c'était pas terrible quand même. C'était pas terrible, mais il y avait quand même, j'ai envie de dire, il y avait quand même un style très fort. Oui, il y avait, on sentait quelque chose, mais
Ouais, c'est ça. Il était en train d'émerger, quoi. D'ailleurs, au moment où il a commencé à très bien savoir dessiner, il a quitté la série. Hein. Donc, Oui. ça doit avoir un lien. Mais pour moi, les Chroniques de la Lune Noire, même si ça a été un très gros succès, ça doit être l'un des plus gros succès médiéval, bande dessinée médiévale fantastique. Hors l'Enfeu, c'est évidemment qui est à tout autre niveau, mais dans ces années-là, c'est quelque chose. Ça a été un raz-de-marée, quoi. Avec le recul, reprendre un album des Chroniques de la Lune Noire, ça fait mal, quoi, vraiment. J'en ai quasiment quelques-uns. physiquement, quoi. Parce que, alors moi, c'est vraiment la narration, c'est des personnages qui ont des propos incohérents, qui disparaissent d'une planche à l'autre sans avoir d'explication, enfin ce genre de choses. En fait, ce qu'on s'aperçoit avec les Chroniques de la Lune Noire, c'est que le jeu de rôle demande une adaptation et que la trame narrative d'un jeu de rôle ne peut pas s'appliquer telle quelle à la bande dessinée. Et c'est ce qu'a compris derrière d'autres auteurs, tels que ceux qui ont créé De Cap et de Croc. Où Là, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Alors ça c'est un scoop parce que en fait moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, Masbou et Roll, et je leur ai posé la question, je leur ai dit mais c'est marrant parce qu'il y a quand même des trucs, voilà, c'est très donc De Cap et de Croc, c'est la commedia dell'arte, donc c'est très joué. C'est bizarre que vous ayez pas un ton, quelque chose qui vous raccroche au jeu de rôle. Et effectivement, ils m'ont dit non, mais les De Cap et de Croc, c'est les scénarios qu'on jouait à l'époque et qu'on a adapté en bande dessinée. Alors l'avantage, des super alexandrins ces joueurs, hein, parce que. Ouais, alors tout ça, par exemple, typiquement, c'est des choses qui ont été adaptées derrière, quoi. Oui, j'imagine. Et l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils jouaient déjà tous les deux. Un comme maître du jeu et un comme joueur. Et donc, quand ils sont mis à travailler ensemble pour faire de la bande dessinée à titre professionnel, ils avaient déjà ces souvenirs communs, mais ils avaient la possibilité de les retravailler complètement et d'en faire quelque chose où ils se disaient bon, ça c'est faire la part des choses, ça c'est ce qu'on a vécu. Et les émotions qu'on a eues et voilà, les fous rires qu'on a eus, mais qu'on va pas pouvoir retranscrire sur de la bande dessinée. Donc on va faire autrement, on va essayer de raconter. Quand une scène nous a fait rire, on va essayer de faire rire aussi le lecteur, mais de manière beaucoup plus avec une narration qui va être adaptée à la bande dessinée et à la planche et à l'album et à un format classique du gaufrier, quoi. Et pas retranscrire tel quel parce que quand on fait du jeu de rôle, il y a souvent des blagues qui fusent, mais ça va être des blagues qui vont être hors du contexte, qui vont qui sont souvent des private jokes entre gens qui se connaissent très bien, voilà, mais ça va pas être forcément ça va parler à personne d'autre que les gens, les amis qui se connaissent et qui pratiquent l'activité ensemble, quoi. Donc voilà, De Cap et de Croc, exclu pour le One Eye Club, c'est un scénario de jeu de rôle à la base. Ça me donne envie de les relire avec un autre œil. Ouais, sachant que le dessinateur de Cap et de Croc jouait Euseb, le lapin. Ah, d'où le fait qu'il va y avoir le spin-off sur Euseb. D'où le fait. Alors, je pense que le spin-off sur Euseb c'est quelque chose qui n'a pas été joué, mais par contre voilà, tout le début et le fait qu'il y ait un lapin qui soit, enfin, ce personnage est un peu un contre-pied de tous les autres dans la bande dessinée. On se demande un peu ce qu'il fout là, et en fait c'était juste le délire d'un joueur au moment de la création, et voilà, et ça ils ont réussi à le rendre dans la bande dessinée, et ce qui a donné des scènes mémorables quand même. Oui, Errol devait être un MJ cool parce que j'aurais jamais accordé ça à mes joueurs. Il devait être un MJ cool, effectivement, mais surtout très très imaginatif. Oui, et ça se voit dans ses BD. Voilà, est capable de s'adapter à tout et à faire des twists improbables dans sa narration, et ça se voit de toute façon dans ses bandes dessinées, quoi. Parlons du cas Shan. Alors le cas Shan, c'est quelque chose, c'est un jeu de rôle un peu particulier aussi, parce que c'est un jeu de rôle qui a eu une adaptation en bande dessinée qui s'appelle Darkhan, que moi personnellement j'ai pas eu l'occasion de lire. Je sais pas si toi tu l'as vu. Non. Mais ce qui est intéressant avec le cas de Shan, donc c'est un jeu qui se passe, c'est pour résumer et simplifier, c'est Avatar. Voilà, Shan c'est Avatar. Avatar c'est Shan. Avatar, c'est Shan, effectivement. Tu as complètement raison, puisque Shan était là avant Avatar. Donc, on joue des extraterrestres sur une planète qui est en train de se faire coloniser par des êtres humains.
et avec la guerre qui s'ensuit, etc. Donc là, on est dans un univers vraiment animique, vraiment avec une espèce de valeurs fortes, etc. D'ailleurs, l'auteur de Shan, qui s'appelle Igor Polushin, est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de sa vie personnelle pour créer Shan, parce que c'est quelqu'un qui a été longtemps expatrié en Afrique. Et donc Shan a toutes ses racines, en fait, toutes ses racines africaines se retrouvent dans son jeu. Et après, donc, c'est un cas assez exceptionnel, parce que après, ils en ont tiré vraiment une bande dessinée par rapport à ce jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle était antérieur à la bande dessinée, et c'est lui qui a vraiment servi de support à la bande dessinée. Donc, il y en a Dessiné par Swal, que j'aime beaucoup. Voilà, tout à fait, dessiné par Swal et scénarisé par Rastoa, que je ne connais pas. Je connais pas non plus. Par contre, il faut savoir, c'est qu'en plus, Polushin s'était entouré sur le jeu de rôle Shan d'une armée d'illustrateurs qui sont dont Mathieu Laufray. Mathieu Laufray, Claire Wendling. Ouais, c'est Mathieu Laufray qui avait fait la couverture de Shan à l'époque. Et Polushin, donc, qui travaille, pour ceux que ça intéresserait, sur une nouvelle version de Shan, 20 ans après, qui s'appellera Shan Renaissance, qui se trouve être un jeu qui va se passer 20 ans après les événements décrits dans Shan, et qui sortira donc 20 ans après la publication du jeu Shan. Avec un kit de démo super bien fait, disponible sur le net. Alors, avec un kit de démo et avec ils promettent, donc pour l'instant c'est qu'à l'état de projet, mais c'est en train d'être mis en place, un jeu online Shan. D'accord. Alors là, c'est ces personnages. Ok. Alors, il y a un autre cas, c'est pas un cas unique, Shan, il y a aussi eu le jeu de rôle Cops qui a été adapté, mais disons qu'étant donné que l'univers de Cops étant un univers, on va dire, de polar, c'est un petit peu plus anecdotique, dans ce cas-là. Tout à fait. Ok, après, on va s'arrêter là. Donc on avait déjà parlé aussi. Oui, on va s'arrêter là sur cette première partie de cette carte blanche. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Antoine ? Alors moi, on me retrouve sur @thestrat, tout simplement. Sur Twitter. Sur Twitter. Et sur mon site qui n'est pas beaucoup mis à jour dernièrement, qui est un site d'écriture, d'histoire, qui s'appelle On aura l'hiver avant les autres, et dont l'adresse URL est onauralhiver.net. Voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup, et on se retrouve dans 15 jours pour cette deuxième partie. Ciao. Merci, plus. J'ai lu le online. Oui, c'est vrai que Thio a lu le online, et c'est en soi c'est rare. Attends, et 82 épisodes, et j'ai enfin lu le online. Je crois que tu l'avais fait une fois ou deux avant. Ouais, mais là j'ai lu tous les online. Il avait pas fait exprès. Ouais, même ceux de l'émission d'après. Ouais, tous. Je suis Donc trop là, fier de nous allons moi. parler de le Lycra Sacol. Adresse lycracacol.canalblog.com. Tout est dans le titre. Alors, par contre, juste une chose, ce n'est pas les titres des différents trucs online qui m'ont fait les lire. Je tiens à le préciser. C'est qu'un pur hasard et une sorte de disponibilité qui m'a permis de le faire. Donc, tu nous permettras d'avoir un doute. Ce site, avec une belle recommandation, moins 18 en rouge. Ah oui, en rouge, mais en gros, hein. C'est autorisé uniquement aux moins de 18 ans, c'est ça ? Ouais, non, c'est ça. Indique que le Lycra copyright, ça colle et ça moule les bollocks. Ce sont des strips parodiques, alors des strips ou des gags en une image, etc. Dans le monde des super-héros. Ouais. Globalement sur la vie sexuelle des super-héros. Alors, pas tout le temps, mais quand même à 90% des cas. Ce qui, quelque part, se rapproche beaucoup des super slips dans The Boys, par exemple. Où on apprend quand même que les super-héros ont une vie sexuelle très débridée. Là, il nous montre la vie sexuelle des super-héros de façon très exagérée, de façon complètement débile. Non. Exagéré, on ne sait pas. C'est vrai, je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas vrai, Tizak. Tu me regardes comme ça. Oui, je sais, ça n'existe pas, les super-héros. Oui, mais on ne connaît pas leur vie sexuelle. Effectivement. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est on en parlera avec le Dr Tizak tout à l'heure. Hein. C'est très drôle, c'est très gras, c'est très lourd. Ouais, mais des fois, il y a un petit peu de légèreté. Ouais, des fois, faut chercher quand même. C'est un bon gros hamburger avec une petite touche de crème fleurette. Ouais, voilà. Non, mais il y a des moments qui vous feront rire. D'ailleurs, les derniers trucs sont sur le don de sperme, en parlant de crème fleurette. C'est ce qu'on appelle de la crème fouettée. Ouais. Donc c'est drôle, c'est débile. Le style de dessin est plutôt sympa. Je la prends et je la fouette.
La bête, elle aime qu'on la fouette. Ça y est, je vais voir Charlotte, l'épisode explicite. Mais non, mais c'est bon, là. Elle a pas de culotte. C'est ça. Donc, vous me faites pas de mourir. Et Joséphine Oui, donc... voilà. Le dessin, sympathique, bien foutu, c'est en couleur, c'est propre, ça tient la route. On reconnaît bien les personnages, il n'y a pas de souci sur qui est qui. C'est bien l'avantage des super-héros, c'est qu'ils sont assez facilement reconnaissables. Et ils tapent autant chez DC que chez Marvel. Oui. Ah, ils sont pas racistes, hein. Ouais, non, là, il y en a pour tout le monde. Voilà. Donc le Lycra ça colle à l'adresse lycracacole.canalblog.com. Ça se lit très très vite, il n'y a pas beaucoup non plus. Ouais, ça fait pas longtemps que ça existe, c'est très très drôle. C'est très drôle. Maintenant, bon, accrochez-vous, si vous êtes... À ne pas lire au milieu de vos amis. Oui, parce que tout le monde n'appréciera pas. Voilà, faites-le quand vous êtes tranquille chez vous. Voilà, c'est le genre de plaisir un peu coupable, quoi. Sympathique pour ça. La honte, c'est bon. Retour travail sérieux et efficace. Docteur Tisane vous explique la bande dessinée. Totale, réconciliation authentique, bienvenue astrologue. Bon, encore un jingle improvisé, docteur. Comme d'habitude, hein, c'est tellement bon l'improvisation. Alors, on attaque avec l'épisode numéro 80 où Toturi a été premier à nous laisser des petits commentaires. Il nous propose de ne pas rester sobre pendant les enregistrements, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Eh ben on a commencé, on a suivi déjà son conseil, on a attaqué le Bailey. Ouais. Bon, lui il voulait qu'on attaque au whisky, on en est pas loin avec la crème de whisky. Alors je suis désolé, j'aime pas le whisky. La crème ça passe, la liqueur de whisky aussi, mais le whisky tout seul non. Oui, enfin bon, on a déjà fait des épisodes alcoolisés, et bon, c'est bon, ça suffit un peu les conneries, hein. On est grands maintenant. Pardon. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas assez de seaux à la maison pour tout le monde. En fait, surtout pour un. Ouais, c'est sûr. Il y en a qu'un qui résiste. Il y en a qu'un qui résiste pas. On ne donnera pas de nom, mais c'est pas nous. Mais par contre, on a des photos. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. On n'a pas un blog où on peut laisser des Si photos. vous pouviez passer à la suite des commentaires, Mais tu sais la photo où tu avais baissé ton fut et que tu avais mis sur son front. Ah, pardon. Non, celle-là on l'a plus. On l'a plus. Non, on l'a plus. Donc visiblement, on n'est pas les seuls à avoir attaqué la bouteille, puisque je vais vous lire simplement le commentaire de Toturi. Pochep, un auteur dont la seule question dont est-ce qu'on peut donc tu poser, c'est quand est-ce qu'on en a plus de nouvelles, plus d'albums, plus de strip-tease, because il y en a jamais assez. Je vous laisse... Ça c'est l'iPhone, c'est l'iPhone, c'est écrit n'importe comment. Voilà. Bon, mis à part cette remarque quelque peu nébuleuse, il nous félicite pour le choix de Pochep, pour le contenu, la forme, les déformations humoristiques de l'émission. Après plus de 80 épisodes, on se lasse pas vraiment d'avoir des félicitations dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ça va. Oui. Ouais. Il remercie également Cobal, pour son échange avec Pied sur Spirou. Oui, c'était bien, Pied. Et Lunch a fait de même, puisque lui aussi a bien aimé tout ça. D'ailleurs, on devrait appeler ça le courrier de Lunch. Parce que merci Lunch, il nous laisse un commentaire à quasiment chaque épisode. En plus, c'est constructif. C'est super intéressant ce qu'il raconte. Merci beaucoup. Moi, Lunch, ça fait un petit moment déjà que je chouchoutise d'une certaine façon, parce que c'est vrai que bon, c'est l'élève le plus assidu. Si on devait mettre une prime d'assiduité, c'est lui qui la toucherait. L'air de rien. La prime d'assiduité, je parle. Ah, je préfère. Donc voilà. Donc une fois n'est pas coutume. Pardon, l'inverse. Dans l'épisode 80, c'est Lunch lui aussi qui est encore premier à nous laisser son petit commentaire. Il est revenu dans le détail sur différents albums. Le Sauvage qu'il a bizarrement eu du mal à accrocher avec parce que les fautes d'orthographe l'ont profondément gêné. Alors on a quand même 2 enseignants autour de la table et on a réussi à passer à travers. Peut-être des formations professionnelles. Pierrick, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'a gêné? Ouais, peut-être que pour vous, vous avez dit « Oh, qu'est-ce qu'il écrit bien, ce jeune !» Non, c'est parce que nous, en fait, on les voit plus. C'est pas ça qu'on note. Tu vois, nous, on a noté donc l'expression écrite. On n'a pas noté l'orthographe et la grammaire. Sinon, on pourrait plus rien noter. Sinon, du coup, on note plus rien, c'est fini. Qu'en négatif. Oui. Le Boilet, où il a eu un petit peu le même avis que moi, c'est-à-dire que il a eu du mal à rentrer dans l'univers tout simplement, alors qu'il estime lui aussi qu'il y a des choses à aller chercher dedans, mais voilà, il n'a pas réussi à apprécier le récit parce qu'il n'est pas rentré dans l'univers. Champion Z lui aussi a bien apprécié, et il nous conseille de lire Espagne à la vida de Vaccaro et le Roi, qu'il a lui sur ses étagères, et peut-être qu'il pourra nous laisser un petit commentaire sur ce qu'il en a pensé une fois qu'il l'aura lu. Et il est fan lui aussi de la Cité de la Peur. On a un nouveau membre au club, un de plus, dirais-je. Et puis bon, il a écouté jusqu'au bout notre magnifique chanson, si pitoyablement imitée d'un certain Eduardo, dont il a essayé d'avoir des informations sur sa santé, parce qu'il était inquiet, l'air de rien, pour que nous on fasse une reprise d'Eduardo, c'est que peut-être qu'il était mort. Mais non, il est visiblement toujours en vie, et on a réussi l'exploit de faire pire que lui.
Mathieu a retrouvé des yeux. Il vient de me rendre ses lentilles. Je viens de rendre ses lentilles. Je suis dans un monde flou, les gars. Vous voyez, pas besoin d'alcool. Hein. Mathieu enlève ses lentilles. C'est comme s'il avait pris du LSD. Bon, allez, accélère un peu. Totori nous donne lui aussi son avis sur la bande dessinée numérique. Marché horriblement complexe et bouché. Peut-être aussi horrible que notre chanson, que lui aussi a réussi à écouter jusqu'au bout. Il nous remercie pour l'ensemble des chroniques, pour le lien vers le blog de Jason Little, et il en profite pour nous conseiller Mémoire de Viet Keou, tome 1 et 2 de Clément Balou. On avait parlé de Balou avec Vaccaro pour... avec le livre Club de des la jungle. Suicides. Le Club des Suicides. D'ailleurs, on a eu un commentaire sur YouTube pour notre performance sur le Club du Suicide. Oui. Je note quand même qu'il y a eu très très peu de vues de cette vidéo. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à avoir 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui regardent une démonstration d'Arthur de Pince et seulement 25, même pas, qui nous écoutent en train d'interpréter une chanson. Je suis vraiment déçu. Je pense que c'est une erreur du compteur YouTube. Ouais, ça peut être que ça. Ça ne peut être que ça. C'est un complot, c'est Prism qui... Ah, il est bloqué en fait. Il est bloqué, c'est un bug. C'est ça. Et puis on terminera sur le HS de Martin Wittberg. J'ai pas tout à fait eu le temps de d'éplucher tous les commentaires. Deux. C'est bien. Les instituts en vacances, franchement, c'est trop dur. Donc bref, Randall Flagg est venu participer, ça faisait un petit moment. Merci d'être revenu parmi nous. Excellente interview, nous dit-il. Donc il a apprécié l'interview de Wittberg, donc il a pu écouter la voix, c'est ce qu'il a trouvé de plus sympathique. Il se demandait depuis combien de temps est-ce que Wittberg avait lâché l'enseignement. Je sais qu'il nous en a parlé en off. Mais j'ai totalement oublié. Il me semble qu'il s'est mis en disponibilité pendant quelques temps, qu'il lui restait encore quelques années de dispo, mais pas tant que ça finalement. Voilà, il garde la possibilité de revenir. Non, parce qu'en fait, il avait un petit problème au niveau des paiements. C'est ça. Comme c'est compliqué. Bon, ouais, c'est l'éducation nationale, c'était compliqué. Mais bref, c'est compliqué. En fait, là, il hésitait entre donc démissionner pour pouvoir être réellement payé de ses dessins ou continuer. C'est quand même bien d'avoir une porte de sortie. Ouais, c'est ça qui était compliqué en fait. Et donc toujours un commentaire de Lunch, encore et toujours merci, qui lui aussi a bien aimé l'interview de Martin Wittberg. Comme il regarde pas vraiment la télé, il n'était pas du tout au courant de l'existence de la pub de Direct Assurance. Donc voilà, ça lui a fait un petit moment culture pub, comme il nous dit, ça lui a manqué. Il était bien content que les bouquins soient publiés. Lui aussi trouve que tous les strips sont pas tout à fait égaux. Alors bon, effectivement, ça dépend de l'actualité, tout ça. Voilà. Oui. Et il a dit que voilà, Batman a plus de classe que Superman et je comprends pas vraiment la question. Il a raison. D'accord. Ouais, mais bon, ça après, faut laisser quand même de la place aux gens qui seraient pas forcément. Et Blonde ou Brune, il a raison. Si pour les bières, on n'y pense jamais. Si, je sais plus qui y avait pensé. Je crois que c'est David Berry. Non, je crois que c'est Di Martino. C'est étonnant ça. Qui avait pensé. Voilà. Au revoir. Eh bien, encore une émission superbe. Alors réussie. surtout, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter, sur La Voix des Bulles, de partout en fait. Laissez-nous plein de messages sur YouTube vidéo, surtout allez voir notre superbe chanson. Et voilà. Sinon, à bientôt dans 15 jours. Vous pouvez suivre Thio sur Twitter, Oberon 13170. Je dis plein de trucs intéressants, même que des fois... ses amis ne l'écoutent pas. OneIP, en fait, des fois, me re-kick en disant c'est super pertinent comme information avec des grands sourires. Parce qu'en fait, le mec, il connaît rien et il connaît rien au sport. Voilà, ouais, mais enfin bon, d'un autre côté, il me cite en faisant un commentaire sur le sport. Voilà. Là, vous n'avez vu malheureusement que notre tête, mais si vous voyez le reste du corps, vous auriez vite compris que le sport, pour certains, c'est un vague concept. Le quoi? Donc, écoute, j'ai eu droit à ma petite remarque, on s'était pas encore dit bonjour, il m'a dit que je ressemblais à Tom Cruise, alors c'est bon. Putain, le mec, je le compare à Tom Cruise, il le prend mal. Non, tu compares ma coupe de cheveux à Tom Cruise dans les années 80. Bah quoi? Je crois quand même qu'il y avait une certaine ironie dans la phrase que tu as dit. On se retrouve, quoi qu'il en soit, dans 15 jours, pour la dernière émission avant notre pause bien méritée. Oh oui. Je vous dis donc à très bientôt, merci de nous écouter. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.
je suis Valérie Vernet. Je suis Mathieu Rennes. Et vous écoutez qui est La Voix des Bulles.